Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau format d'émission du Club du Mercredi, c'est-à-dire la conversation du Club du Mercredi sur Discord. Et nous sommes ce soir, en ce mercredi 31 mars, et je prends le temps de rappeler la date car nous sommes sur une date un petit peu spéciale, en présence d'Olivier Piacentini. Olivier Piacentini, qui nous a fait, bonsoir Olivier. Olivier Piacentini, tu nous fais l'amitié de participer à ce nouvel entretien. On a déjà 2 entretiens réalisés ensemble, toi et moi, sur des entretiens plus individuels. Et donc là, tu participes à ce nouveau format donc qui sur Discord, qui consiste simplement à discuter avec les contributeurs réguliers du Club du Mercredi. Alors, c'est vrai que j'ai pris le temps de rappeler la date car nous sommes dans les minutes qui suivent les annonces d'Emmanuel Macron quant au 3e confinement et à toutes les mesures qui accompagnent ce 3e confinement. On va y revenir. Aussi pour nos auditeurs, pardonnez par avance nos imprécisions éventuelles quant à ces mesures. On n'a pas encore les précisions exactes qui viendront avec l'allocution de Jean Castex demain à l'Assemblée nationale. Alors, Olivier Piacentini, pour te présenter en quelques mots, nos auditeurs maintenant commencent à te connaître, hein. Tu es essayiste, spécialiste d'histoire, de géopolitique et auteur de nombreux livres pour les éditions de Paris, dont notamment donc La mondialisation totalitaire, OPA sur l'Élysée, et ta dernière publication qui s'appelle Le mirage mondialiste. Absolument. Voilà, d'accord. Bon, bah écoute, donc encore une fois, je te remercie d'accepter cet entretien. Mais c'est moi qui te remercie, Maxime, et je remercie tous les auditeurs qui ont l'habitude de me suivre et sur ce canal. Et c'est toujours un bonheur d'être avec vous. Bon, bah écoute, c'est super. On t'interroge vraiment à chaud là, donc tu vas devoir réfléchir et répondre en direct. Ça va pas être évident pour toi, parce que je vais directement attaquer, s'il te plaît, avec ton avis sur les mesures qui viennent d'être annoncées, et notamment ton avis sur l'extension donc des mesures de confinement. Donc ces mesures de confinement qui concernaient pour l'heure 19 départements sur l'ensemble du territoire métropolitain ont été étendues donc à l'ensemble du territoire, puisque maintenant c'est toute la France qui est concernée. Alors quel est ton avis sur cette décision d'Emmanuel Macron ? Et il y a également la fermeture des écoles pendant 3 semaines. Et tout ça va durer 1 mois minimum, mais on ne sait pas quand. Mais on replonge exactement dans le même système que l'année dernière, c'est-à-dire que depuis 1 an, rien n'a bougé, il n'y a aucune vraie politique à la fois de traitement des malades et d'extension des capacités de réanimation qui a été mise en place. Bon, ben la politique de vaccination, c'est un fiasco monumental, hein, qu'ils essaient de déguiser, de cacher, de camoufler. Et tout ça vient d'ailleurs, essentiellement d'ailleurs, ce fiasco au niveau de la vaccination de l'Union européenne, hein, en particulier. Je ne suis pas étonné du tout de ces nouvelles mesures, puisque de toute façon, depuis 10 jours, les mesures qui ont été prises dans les 19 départements n'ont eu aucun effet. Moi, de toute façon, ce que je dis depuis des mois, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec le virus en vivant normalement, c'est-à-dire, pour moi, ouvrir tout, mais avec des protocoles sanitaires bien précis, parce que bon, il y a quand même cette épidémie qui est là, on ne veut pas non plus risquer la vie des gens au-delà de tout, mais enfin, encore une fois, je reviens toujours sur les mêmes chiffres, les mêmes données chiffrées. Il y a entre 150, 200, 250 morts par jour. Voilà, c'est évidemment que c'est triste, c'est tout ce que vous voulez, mais tous les ans avec la grippe, on a exactement le même seuil de mortalité. Tous les ans avec la grippe, et cette année, il n'y a pas eu la grippe saisonnière. Le Covid, en fait, s'est substitué à la grippe saisonnière. Et j'ajoute que, comme l'avait dit le docteur Kierzek sur LCI il y a 15 jours, il a montré des chiffres. En 2017, 2018, 2019, c'est-à-dire avant que le Covid n'existe, il y avait déjà dans les mêmes périodes un niveau d'engorgement des services de réanimation proche de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je répète encore une fois, je dis et je redis, il faut tout ouvrir, certes avec des conditions sanitaires bien particulières, des protocoles stricts, mais il faut tout rouvrir parce que c'est inconcevable d'interdire à des gens qui n'y sont pour rien de travailler comme on le fait avec les commerçants, les restaurateurs et tout un tas de professions. Et c'est intolérable que les enfants ne puissent pas aller à l'école non plus. Enfin, tout ceci est complètement sous le sens. Voilà. Emmanuel Macron a plusieurs fois demandé de la responsabilité des Français. Est-ce que tu as la sensation que par les annonces qui ont été faites ce soir, Macron nous respecte enfin les Français,
et notamment en annonçant une augmentation des lits de réanimation de 7 000 à 10 000 lits, augmentation quasi immédiate, puisqu'il a dit que non seulement on allait augmenter... Et il va faire comment? Alors depuis un an, il le fait pas, mais tout d'un coup, dans la soirée, il le fait. Mais c'est ridicule. Oui, mais c'est toute la question. Mais enfin, encore faut-il croire tout ce qu'il raconte. Alors, Macron en appelle à notre esprit de responsabilité. Mais lui, de quoi se sent-il responsable, lui et son équipe? Quand d'une semaine à l'autre, tout change, on nous dit tout est son contraire. On applique des décisions complètement incohérentes, complètement contradictoires, complètement paradoxales. Et lui ne se sent jamais responsable de rien. Quand ils ont fait des annonces sur des chiffres de vaccination qu'ils sont incapables de tenir, est-ce que lui se sent responsable de ce qu'il dit? Est-ce qu'il se sent responsable? Voilà la question. Est-ce qu'il se sent responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait? Apparemment non. Apparemment non. Donc, avant d'en appeler à la responsabilité des Français, il faudrait quand même que lui-même se sente responsable de ses actes, de ce qui se fait et de l'impasse dans laquelle il conduit le pays. Voilà. Donc, à partir du moment où la tête de l'État se sent irresponsable à tous les niveaux, moi, je vois pas comment on peut en appeler à la responsabilité des Français. Je suis désolé. Mais justement, il a quand même fait preuve ce soir de transparence. On a eu la sensation qu'il avait fait, alors en partie son mea culpa, mais en même temps, c'était aussi une ode à ce qu'il a fait par le passé. Il s'est beaucoup mis en avant, son gouvernement et lui, sur leur action passée. Mais quand même, cette annonce de l'augmentation des lits de réanimation vient justement souligner le fait qu'il y avait un manque. C'est à moitié reconnu dans la façon dont il l'a annoncé. Et donc que des mesures vont être prises pour justement combattre le Covid sans nécessairement devoir passer par un confinement généralisé systématique. On a en fait la sensation, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai la sensation que Macron a pris conscience qu'il était définitivement à la tête, pour reprendre les mots de François Fillon, à la tête d'un État en faillite, un État qui est en faillite de chez en faillite depuis des années et qui pour lequel la dette en fait a complètement explosé à l'occasion de cette crise du Covid, et qu'il a compris, à l'instar des autres pays européens et notamment à l'instar de l'Espagne, que la France pouvait difficilement se permettre le luxe d'un troisième confinement dans les conditions du premier en tout cas, et qu'il fallait trouver des mesures intermédiaires. Et que parmi ces mesures intermédiaires, peut-être pour rassurer l'opinion publique et pour aller dans le sens des revendications populaires, mais également aussi pour faire des économies de coûts, il fallait augmenter le nombre de lits de réanimation et envisager d'autres façons de combattre le virus. C'est-à-dire effectivement cette augmentation des moyens et cette augmentation de la vaccination. Est-ce que c'est pas finalement quand même le bon chemin à suivre plutôt que d'être systématiquement en confinement? Reconnaissons peut-être cela. Maxime, excuse-moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu te fais l'avocat du diable ou est-ce que tu crois ce que tu viens de raconter? Je me fais à moitié avocat du diable quand même pour te provoquer. J'espère. Alors je vais te dire, ta démonstration est tellement alambiquée, elle est même la démonstration du contraire de ce que tu dis. C'est-à-dire que, tu sais, dans des cas, puisqu'on nous a expliqué qu'on était en guerre, mais quand on est en guerre, il faut des choses simples. Surtout quand on emmène tout un pays en guerre, c'est-à-dire 67 millions de personnes, il faut des mesures et des choses claires qui soient compréhensibles par tout le monde et qui aillent dans un sens bien défini, que tout le monde puisse comprendre, s'y plier et se mettre, je dirais, en responsabilité d'eux. Bon, si tu as la sensation que tout ce qui est dit depuis des mois, c'est ça, moi je pense que c'est l'exact contraire de ça. C'est un chef de guerre, Macron, mais un chef de guerre qui nous amène à la débandade. Voilà, c'est un chef de débandade et pas de guerre. Voilà, pour être très clair. Quant à ce soir, d'annoncer tout d'un coup 10 000 lits de réanimation, je sais pas. Alors soit c'est un magicien, mais on a bien vu que non, ou alors vraiment c'est l'apprenti sorcier, on va dire, ou alors il faut croire que vraiment il s'est foutu de nous pendant un an. Mais alors, depuis un an, il n'y a pas un lit de réanimation en plus, et tout d'un coup, 3000. Bon, et alors, je prolonge, puisqu'il il explique qu'il est en capacité d'augmenter les lits de réanimation de 7000 à 10 000, et que le vrai chiffre et le vrai baromètre qui, je dirais, conditionne toutes ces mesures, c'est l'engorgement des réanimations. Ce n'est pas la mortalité, parce qu'elle n'augmente pas, ou très peu. Ce n'est pas flagrant. Si le vrai problème, le vrai baromètre, le chiffre qui enclenche toutes les mesures, c'est les lits de réanimation, il aurait dû justement annoncer un déconfinement total. S'il est capable, lui, de mettre 3000 lits en réanimation de plus et de vacciner à vitesse grand V. Bon, je pense que s'il annonce ces mesures-là, c'est bien qu'il n'est pas capable de tenir les promesses qu'il a annoncées. Voilà, tout simplement.
Ah, c'est vrai, pour arrêter de faire l'avocat du diable 2 secondes quand même, c'est vrai qu'on rappellera qu'Olivier Véran... Alors, je vais te dire, Maxime, hein, j'ai senti quand même, hein, parce que je te connais. Mais alors, tu vois, comme je passe souvent sur Télé Liberté, et que des fois, pour me contrer, Martial Bild, reprend les arguments de Macron, ben, tu as tous les commentaires en dessous, oui, tu es devenu macroniste, enfoiré, etc. Alors, tu vois, ça va t'arriver ce soir à toi aussi. Ouais, mais ça me dérange pas, ça m'amusera plus qu'autre chose. Ah, ben d'accord, bon, ben c'est bien. Mais non, quand même, on rappellera qu'Olivier Véran, cet été, avait dit que le nombre de lits de réanimation allait pouvoir augmenter à 12 000, de sorte à pouvoir pallier justement quelque crise que ce soit, et de pouvoir éviter à l'époque, un deuxième confinement. Donc preuve en est que la parole de l'État... Mais ce sont des gens qu'il ne faut pas écouter puisqu'ils disent n'importe quoi au moment où ils se trouvent. C'est-à-dire que moi, ça fait un moment que j'ai analysé, hein, outre leur esprit tordu, mais à un moment donné, quand ils sont en entretien avec des gens en face d'eux, des journalistes ou des contradicteurs, s'ils se sentent acculés ou qu'ils sentent qu'ils vont pas s'en sortir, eh bien ils balancent quelque chose comme ça. Et puis bon, ce n'est pas appelé à être suivi. Et je pourrais en parler, je pourrais te citer 10 cas, 10 exemples dans ce cas-là. Donc, encore faut-il avoir envie de les écouter, de les croire. Hein. Moi, personnellement, je ne les ai jamais crus, et alors, a fortiori, ces dernières semaines et ces derniers mois. Avant de passer aux questions de nos contributeurs, une dernière question de ma part. Penses-tu que nous puissions espérer, comme Macron l'a annoncé ce soir, sortir de cette crise pour cet été, puisqu'a priori, la politique vaccinale permettra à toutes les personnes de moins de 50 ans de se faire vacciner d'ici à la mi-juin, ou du moins à partir de la mi-juin, ou est-ce qu'on doit se résigner à faire face à une épidémie qui sera beaucoup plus longue qu'annoncée, tel que certains médecins commencent à le dire, en nous annonçant en gros que on en aurait encore pour potentiellement 10 ans. C'est du moins la thèse maintenant que Charles Sana a repris et que de plus en plus de monde reprend. Qu'en penses-tu ? Moi, je ne vois pas du tout une sortie de crise à cet été. Hein. De toute façon, il y a 8 millions de vaccinés avec une première dose en 3 mois. Donc, dans 3 mois, je vois mal comment est-ce qu'ils vont faire, puisqu'on parle d'un niveau d'immunité à partir de 60% de la population. Donc, ça fait à peu près 40 millions. Je ne vois pas comment ils peuvent faire. Ils peuvent vacciner 32 millions de personnes en 3 mois, alors qu'ils n'en ont vacciné que 8 millions depuis 3 mois, puisque la vaccination est lancée depuis fin décembre. Bon, alors on nous explique qu'effectivement, c'est des problèmes de livraison. Certes, c'est des problèmes de livraison de vaccins, essentiellement. Mais on voit bien qu'il y a en plus des problèmes bureaucratiques dans notre pays, des problèmes d'organisation, des problèmes de coordination avec les maires, les services de santé, les médecins et compagnie. Le problème ne se résume pas aux livraisons de vaccins. Il y a aussi la gabegie totale et de l'organisation et de la stratégie gouvernementale, et puis également ce fameux millefeuille bureaucratique démentiel que nous avons chez nous, qui crée véritablement des problèmes insondables. Et je ne vois pas du tout dans 3 mois la France se vacciner. Et j'aimerais qu'on le repasse dans 3 mois, cet entretien. Si je me trompe, tant mieux. Je préférerais me tromper, mais je n'y crois pas. Alors, on va donner la parole maintenant à nos contributeurs et notamment donc on va changer l'ordre si vous voulez bien, messieurs. Julien, en premier, pose la question que tu avais à l'esprit, s'il te plaît. Ouais. Bonjour Olivier. Enfin, bonjour parce que bonjour, ça parlait avant, Julien. Mais voilà, bonjour. Oui. Alors moi, la question que j'ai, vous venez en partie d'y répondre. Hein, c'était en fait cette histoire de millefeuille administratif. Est-ce que finalement l'incapacité apparente de nos dirigeants à gérer la crise, mais la crise Covid, mais en fait les crises, c'est pas juste le simple reflet de la complexité de nos institutions et administrations qui font couler l'Europe de manière générale. Je veux dire, on est noyé dans un gloubi-boulga. Mais là, de toute façon, moi, on voit bien. Oui. Ah ben oui, non, mais de toute façon, c'est très clair que ce gouvernement, outre son incompétence, ses couacs de communication, est aussi, il faut le dire, à la tête d'une armée mexicaine. Enfin, une armée mexicaine très fournie, mais très fournie, je dirais, en services qui se contredisent, qui ne savent pas quel est le périmètre, une bureaucratie folle. Écoute, moi, je pourrais te citer, puisqu'on parle par l'Union européenne. Bon. Vous savez que j'ai déjeuné, j'ai dîné ensuite, et bon, alors, pour vous dire
Pour quelqu'un qui a une migraine au Parlement européen, quelqu'un qui travaille, un député, bon, un assistant, un peu, à 3 heures avant de pouvoir bénéficier d'un Doliprane quand on a la migraine. Hein, ça, c'est le circuit administratif. Mais il rafle tout, et puis nous, on est là à attendre. Voilà. Alors, le problème, il existe au niveau de l'Union européenne, et puis il faut dire qu'en France, on est guère mieux lotis. Hein. C'est véritablement kafkaïen. On vit dans un monde de courtelinesque où, tiens, je pourrais vous parler des aides Covid. Je traite de dossiers d'aide Covid toute la journée. Bon, ben, c'est vraiment un système qui, autant les 2 premiers mois avaient fonctionné, hein, j'ai même moi-même été surpris. Hein, en mars-avril l'année dernière, comment ça fonctionnait bien. Peu près bien, on va dire. Donc bon, on est surpris, mais alors là, c'est la débandade complète en ce moment. Je peux vous le dire. En fait, personne ne comprend les consignes. Il y avait une arrière-pensée derrière ma remarque, c'est que, en fin de compte, ce qu'on voit en ce moment, c'est une très très grosse frénésie à l'encontre de Macron, qu'elle soit pro, contre, etc. C'est l'air du temps, hein, tout devient toujours frénétique. Mais finalement, je me dis, si on virait l'équipe Macron, Castex, etc., et qu'on mettait une autre équipe, je pense qu'ils passeraient tout autant pour des pieds nickelés. J'ai l'impression que structurellement, de manière systémique, comme le disent maintenant les gens gauchistes, on ne peut pas sortir de ce cirque infernal de succession de gens compétents, incompétents, on s'en fout en fait. Plus personne n'est à la hauteur pour piloter la main sur le système. Oui, le système est tellement fou, il survit à lui-même. En fait, c'est comme un cancer, hein, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que c'est un système qui vit tout seul, mais n'importe comment, en quelque sorte, et qui se déploie tout seul, mais n'importe comment. C'est vrai. Mais je crois que si il n'y avait pas eu non plus des mesures vexatoires, comme encore une fois ces fermetures de commerce, de cinéma, de restaurants, de théâtre et autres, qui véritablement sont un crime contre notre économie et un crime contre toutes les familles qui vivent de ça. Et quand je parle des familles qui vivent de ça, je parle évidemment des restaurateurs, mais je pourrais parler des salariés qui touchent le chômage partiel mais qui ont une perte, je dirais, au niveau de leur salaire. Je pourrais parler de tous les jeunes qui faisaient des petits boulots dans ces commerces, dans ces restaurants et qui se retrouvent sans rien, mais sans rien. Donc je pense que s'il y avait une meilleure prise en compte des vrais problèmes que tout cela pose et qu'on avait laissé ces choses-là, tout ça ouvert, encore une fois, avec des mesures de précaution exceptionnelles et strictes, eh bien, je pense que la population n'aurait pas la même réaction vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de son équipe qui fait tout, qui dit tout et son contraire et qui, on a l'impression, dans le climat de complotisme ambiant, que véritablement, ils veulent nous conduire tout droit vers la faillite. Et il y a cette arrière-pensée qui est là dans l'esprit de beaucoup de gens. Et toute la journée, je le mesure à travers les gens que je rencontre, que ce soit les professionnels, les commerçants, mais même l'homme de la rue. Les gens, aujourd'hui, se demandent où Macron veut nous amener. Et le tout, encore une fois, dans une espèce d'ambiance paranoïaque où on se demande véritablement si c'est bien le bien du pays et notre bien qu'il recherche. Donc je crois que tout ça permet justement à ce système fou d'être complètement, je dirais, à la dérive, tout simplement parce que le pilote aussi n'a plus du tout l'aura et l'écoute de la population. Et tout ça participe de cette anarchie et de cette faillite générale de la politique française actuellement. Le sacrifice des classes moyennes, en gros, c'est-à-dire on éclate l'épargne sur l'autre, enfin on sacrifie l'épargne sur l'autel du Covid, et puis on découpe la France à la machette pour servir tous ces bijoux de famille aux intérêts globaux. Mais donc en fait, le Covid, c'est qu'un effet d'aubaine en réalité, j'ai l'impression. C'est la même politique qui était déjà prévue et juste ils nous l'appliquent dans leur idéologie à la sauce Covid en fait. Alors, moi, je vais pas parler de complot parce que je parle pas de complot. Moi, non, c'est pas un complot. C'est une logique politique, c'est tout. Je fais des constats. Nous avons des politiques, des banques centrales qui inondent, je dirais, de liquidité le système en le faisant passer en le transférant prioritairement aux banques. On parle beaucoup des aides colossales qui sont accordées aux États, des avances qui sont faites par la BCE à travers la politique de quantitative easing. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On en parle beaucoup. Mais on ne parle pas de tous les systèmes de soutien aux banques
les banques qui ont reçu 1900 milliards d'euros de la BCE depuis l'année dernière, à taux de moins 1%. C'est-à-dire qu'elles sont payées pour prendre de l'argent. Ces banques, ensuite, réinvestissent tout cet argent dans la bulle financière. Et vous constatez que ça ne va pas mal pour tout le monde, puisque le CAC 40 et les principales bourses mondiales résistent plus que bien, voire même certaines sont dans l'euphorie. Et pendant ce temps, on casse, je dirais, le petit commerce, la restauration, les petites industries, bref, tout ce qui relève de l'activité de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure, voire même de la classe très aisée, mais qui investit, parce que moi je n'ai rien contre les gens riches, s'ils investissent dans des activités en France et des activités qui sont porteuses d'emploi et qui font avancer notre pays. C'est pas le problème. Mais tout cela sont sabrés, tout cela sont attaqués par le gouvernement, en même temps, par les mesures sanitaires du gouvernement, en même temps que la BCE aide au-delà du raisonnable la bulle financière et la bulle bancaire. Et donc, tout ceci, complot ou pas, conduit précisément à un transfert du patrimoine, je dirais du patrimoine enraciné de cette France qui a des biens immobiliers, de cette France qui a des restaurants, qui a des commerces, qui est industrieuse. Eh bien, tout ceci va être progressivement transféré au profit de la superclasse mondiale financiarisée, tout simplement parce que, vous vous en doutez bien, nous sommes déjà au début maintenant du phénomène, et moi, sur le terrain, je le perçois très clairement, il va y avoir une avalanche de faillites, et je vous fiche mon billet que beaucoup de commerces indépendants ou de restaurants ou d'activités, théâtres, etc., que vous voyez qui étaient indépendantes, vont devenir, si vous voulez, la propriété de chaînes de banques, d'assurances, de fast-food ou des chaînes, des franchises d'habillement ou d'autres produits. Mais que beaucoup de ce qui appartenait à des indépendants va finir dans l'escarcelle de la superclasse mondiale. Et donc, il y a une politique, il y a deux politiques, je dirais, qui sont censées être cloisonnées, mais qui concourent au même résultat, l'écrasement des classes moyennes dans notre pays. Du coup, je pourrais rebondir parce que ce que vous dites m'évoque une autre question en fait. Comment est-ce que vous expliquez la passivité populaire? Parce que on peut le voir de deux manières. Enfin, moi en tout cas, j'ai deux hypothèses, mais aucune n'est tranchée dans mon esprit. Et la première, c'est qu'il y a eu l'épisode Gilets jaunes qui a montré que le gouvernement serait intraitable avec n'importe quelle révolution populaire, et que finalement, ajouté au coup psychologique que s'est pris la force active qui était à la tête de ce mouvement au départ, et en plus le coup psychologique du Covid, finalement la population est amorphe et ne va pas s'en relever. Ou est-ce que justement on pourrait, entre guillemets, pas dire ni espérer ni redouter, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une reflambée dans les temps qui vont venir quand les vraies conséquences économiques vont se faire sentir pour tous ces gens qui vont perdre leur boulot? Comment est-ce que vous voyez la situation? Et pour moi, s'il y a une révolte aujourd'hui, elle ne pourra venir que des indépendants et de tout ce qui gravite autour. Pour la simple et bonne raison. Alors moi j'ai une autre explication, enfin une autre en plus. Alors je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein, mais il y a à mon avis tout un ensemble de choses. Premièrement, les vraies révolutions se font rarement quand ça va très 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 mal, ou alors il faut vraiment que ça aille très 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 mal, et on n'y est pas encore tout à fait. Je dirais que tout cet argent de la BCE qui est, je dirais, dilapidé, enfin quand même délivré pour partie à la population, fait que ça masque, ça joue toujours le rôle de cache-sexe de la faillite générale qui se profile à l'horizon. Et les gens, pour le moment, une partie des gens en tout cas arrivent encore à tenir le coup. Il y a ça. Deuxièmement, je crois qu'il y a aussi un problème sociologique au sein de notre pays. La France est le pays d'Europe où il y a le plus de fonctionnaires. Il y a 1 million de fonctionnaires en plus en proportion de la population, par rapport à l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. C'est le pays où il y a le plus d'assistés sociaux, RSA, chômage, aide en tout genre. C'est le pays où il y a le plus d'employés de mairie, tout ce qui est parafonctionnaire. C'est aussi un pays qui a développé, du fait de l'importance de son État, un espèce de capitalisme de connivence avec beaucoup de sociétés qui gravitent là aussi autour de l'argent de l'État. Tout ça joue un rôle énorme d'amortisseur d'éventuelles révoltes. Et j'en veux pour preuve qu'un pays qui est beaucoup plus libéral
comme par exemple la Hollande, dès les premières mesures de couvre-feu, il y a eu des émeutes dans les villes. Mais pourquoi? Mais parce que les gens, il y a beaucoup plus d'indépendants, il y a beaucoup plus de gens qui sont en contact direct, aux prises directes avec l'économie réelle, et cela, un couvre-feu, c'est tout de suite de l'argent qui va sortir de leur poche, ça va leur poser des problèmes financiers, et ils n'en veulent pas. Et ces gens-là, dans un pays comme la Hollande, sont beaucoup plus nombreux qu'en France. Et donc, je pense qu'en France, il y a, je dirais, une espèce de morphine qui est liée au poids de l'État et qui endort quand même une partie de la population, qui empêche en tout cas la majorité de basculer dans l'insurrection. Merci beaucoup. De rien. Merci Julien pour ton intervention. Zazar, tu voulais passer également? Oui, j'ai une petite question, on va revenir en arrière. Tu avais dit, Olivier, j'aimerais que tu détailles, en fait, tu avais dit que la politique vaccinale était un fiasco, et notamment à cause du millefeuille administratif. Est-ce que tu peux détailler en quoi elle est un fiasco et appuyer ça sur des exemples pour mieux comprendre? En quoi elle est un fiasco? Je pense qu'il est quand même patent qu'un pays comme la Grande-Bretagne a vacciné 3 ou 4 fois plus de gens dans le même délai. La Grande-Bretagne, c'est un pays qui est comparable à la France. Et alors, quand je dis la France, mais l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ne sont pas tellement mieux lotis que nous. Quand on regarde, le bilan de la vaccination dans le monde, enfin, je regarde déjà au niveau européen. La France, évidemment, des principaux pays, celui qui a le moins vacciné pour le moment. Mais c'est quand même une tendance qui est générale dans pratiquement toute l'Union européenne. Donc il y a un problème d'Union européenne. Il y a un problème de fiasco administratif français. Il y a un maire de je ne sais plus quelle ville il y a un mois qui avait parfaitement décrit le problème. C'est-à-dire que les mairies reçoivent des coups de fil, je dirais, des agences de santé qui leur intiment l'ordre de faire ci, de faire là, de faire ci, de faire là, alors que elles-mêmes sont incapables de mettre en place la moindre structure, c'est-à-dire carrément même de trouver les seringues, de trouver même les personnes les infirmières pour piquer les gens. Mais qui demandaient quand même aux mairies de le faire, donc de trouver tout ça. Et donc, en fait, il y a une espèce de flou complet, d'opacité complète dans les moyens, dans l'organisation. On n'arrive pas à réunir toutes les parties prenantes autour d'une table pour donner vraiment une feuille de route à chacun. Et véritablement, il y a un gros problème d'organisation qui tient, je dirais, à l'opacité administrative dans laquelle nous sommes. Voilà. Alors, le fiasco, je veux dire, quand on voit le nombre de vaccinés, écoutez, c'est clair et net que nous sommes très en retard par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport à Israël et par rapport à bien d'autres pays d'ailleurs. Donc, je ne vois pas qui peut me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas au niveau européen et au niveau français un fiasco au niveau de la vaccination, d'autant plus qu'on nous explique que c'est prioritaire, que c'est ça ou rien, et que c'est la seule solution pour sortir du tunnel. Voilà, c'est ce qu'on nous explique. La seule solution pour sortir du tunnel, on n'est pas capable de la mettre en place. Ou en tout cas, avec un temps extrêmement long. Voilà. Aujourd'hui, je regarde les chiffres, je les ai en face de moi. Au niveau français, donc, on serait à 10 millions de doses administrées, dont 8 millions de premières doses. Voilà, en 3 mois. Alors, faites le compte. Pour qu'il y ait 40 millions de vaccinés, ça veut dire qu'il va falloir, à ce rythme-là, 15 mois. Donc, ça veut dire que cette comédie que nous avons va durer encore 1 an et demi et encore, on ne sera pas complètement immunisé. Dans le même temps, aux États-Unis, il y a eu plus de 100 millions de doses données, administrées, donc ça correspond à peu près au tiers de la population. Vous voyez, donc ça veut dire que dans 3 mois, eux peuvent être à peu près sûrs qu'ils auront atteint l'immunité. Et c'est pareil pour la Grande-Bretagne. Nous, non. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment un fiasco. D'accord, ok, très bien. Bien, merci. Je n'entends plus rien. Oui, c'est bon, c'était le temps pour moi de reprendre la main. Merci Olivier, merci Zazar. Octavius, tu avais également une question à proposer. Oui, même si je vais faire ce que je peux là, parce que en fait, Olivier y a déjà répondu en grande partie, notamment tout à l'heure quand tu parlais de l'aspect économique des conséquences des conséquences du Covid. Alors moi j'ai une vision de la même pièce, mais de l'autre face, c'est plutôt le contexte social et notamment du contrat social.
qui est plus ou moins passé. Est-ce que ça aussi, comment dire? Parce qu'à un moment, comme on a évoqué tout à l'heure, on tape sans arrêt sur la classe moyenne. C'est-à-dire que, en gros, le pays, c'est un peu comme un corps humain. On a besoin de jambes, ça c'est le prolétariat, c'est les assistés, bref, c'est la main-d'œuvre pas chère, quoi. Et t'as la tête qui est un peu l'oligarchie mondialiste qui domine et qui fait tout pour pomper le jus. Et la moyenne, c'est le gras. Tu vois, la classe moyenne, c'est le gras. Oui, c'est ça, c'est le gras qu'il faut pomper, quoi. Voilà, alors que là, on s'est fait pomper déjà, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, par le capitalisme normal. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu tout ça. Bref, tout le monde s'est servi comme il pouvait dans le gras, justement. Et le gras est un peu exsangue. Tu vois, il y a plus de stock, il y a plus rien. Et là, bam, là-dessus, on se prend en plus une crise qu'on peut pas éviter, quoi, une crise qu'on est forcé de se prendre de plein fouet. Est-ce que, toujours pour en revenir à ma métaphore un peu moisie, le corps va pas avoir un réflexe, même hors de contrôle? Les gens ne sont peut-être pas prêts à accepter autant d'un seul coup. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le manque de gras va pas faire en sorte que tout le système va imploser quelque part? On peut pas aller non plus à ce point toujours plus loin, quoi. Mais je suis bien d'accord avec toi. Moi, je suis totalement d'accord. Je ne sais pas comment les gens font pour supporter tout ce qu'ils supportent. Je pense que je suis plus âgé que vous. Moi, j'ai connu une France qui n'avait vraiment rien à voir avec celle-là. Mais alors, si tu veux, le déclin se fait petit à petit, progressivement, par petits bouts. Bon, et là, tout d'un coup, survient cette crise du Covid, qui là en met quand même un coup particulièrement fort. Moi, je pense qu'il y a une forme de sidération dans la population. Je crois que là, honnêtement, hein, moi, ce que je pense très clairement, c'est que c'est la dernière fois que Macron va pouvoir s'exprimer comme il l'a fait ce soir. C'est-à-dire que là, il a donné un délai, 1 mois, 2 mois d'effort, c'est ce qu'il a dit. Je crois que dans 2 mois, si on en est encore au même point, je pense que là, on verra vraiment la population bouger parce que les gens arrivent encore au bout, ils ont encore la force de croire qu'il y aura peut-être une issue sur ces 2 mois, etc. Et puis qu'après, arriver aux abords de l'été, ça va s'arranger. Mais je crois que là, si vraiment ce printemps, la situation ne s'arrange pas, je pense qu'on verra véritablement une explosion parce que moi, je vois beaucoup de monde aujourd'hui qui sont au bord, je dirais, de la misère. Et quand je dis au bord de la misère, c'est des gens qui travaillent. C'est pas des bons à rien, c'est pas des gens qui étaient déjà dans la précarité, qui étaient dans la difficulté. C'est des gens vraiment qui travaillaient, qui étaient durs au mal, qui étaient volontaires, qui essayaient de bien faire. Et ces gens-là sont vraiment aujourd'hui totalement démolis par ce qui arrive. Et je crois que là, ils ont encore la patience ce coup-ci. Mais je crois que ce soir, Macron, je pense qu'il a intérêt à bien mesurer le poids de ses paroles, parce que je crois que c'est la dernière fois qu'il sera en mesure de parler comme ça. La prochaine fois, ça risque de mal tourner pour lui. Ok, juste préciser un petit peu, parce que là encore, ouais, t'as très bien répondu, pas de souci, mais encore sur le côté économique, c'est-à-dire tu parles beaucoup de misère, de trucs comme ça. Moi, je pense plutôt aux gens normaux, enfin normaux, entre guillemets, nous, enfin la classe moyenne, quoi, enfin feu la classe moyenne, ou en tout cas ce qu'elle représente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se retrouveront jamais dans la misère, on mourra jamais de faim, peu importe ce qui nous arrive, a priori, on a assez de neurones pour s'en sortir, mais voilà, ce sera toujours quand même un peu plus dur, et les mesures là qu'ils annoncent, c'est quand même, on est en train de prendre en plus le peu de bonnes choses qu'on pouvait avoir. Je prends souvent l'exemple notamment des jeunes qui vont particulièrement mal en ce moment, parce qu'ils ont du mal à socialiser, et donc aussi de faire des rencontres, parce que on a beau dire, mais faire des rencontres, notamment des rencontres amoureuses, pour les jeunes, ça peut être très important. Ça peut être très, très important. Mais bien sûr, mais bien entendu. Voilà, c'est pas des trucs sur lesquels... Mais alors là, excuse-moi, mais quand tu dis misère, les jeunes, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment dans la misère, entre guillemets. Alors effectivement, il y a toujours des associations qui aident. Mais enfin, il y a le côté très humiliant quand même, cette situation. Hein, oui, voilà. Pour des jeunes qui sont étudiants, qui sont censés étudier, et qui donc sont censés consacrer l'essentiel de leur énergie et de leur intelligence au travail. Bon, et à côté, évidemment, à certaines distractions qui sont indispensables quand on est jeune. Je suis désolé. Effectivement, les relations amoureuses, c'est indispensable. Les relations amicales, les sorties entre amis. Bon, ou alors si on sort pas, au moins qu'on puisse se rassembler dans un appartement, je sais pas, regarder des films. Bon, bref, peu importe. Mais là, on peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, il y a la misère, effectivement, économique, parce que beaucoup de jeunes la subissent. Et puis, il y a la misère
effectivement, je dirais culturelle, la misère éducative, tout ce que tu veux. Mais quand je dis la misère, par exemple, des classes moyennes, je vais revenir encore une fois au cas des restaurateurs ou des commerçants. Bon, qui ont souscrit des crédits pour acheter leur commerce. Ils payent avec quoi? Les aides, ça suffit pas. Qui ont acheté leur maison en comptant sur les revenus de leur commerce pour pouvoir la payer. Alors, ceux-là, je ne vais pas parler de misère, mais en tout cas, c'est un écroulement de leur situation, n'est-ce pas? Voilà. Qui conditionne derrière une misère familiale, parce que ça crée des tensions dans le couple, des problèmes aussi avec les enfants qui ressentent évidemment toutes ces choses-là. Moi, je pourrais te parler d'un client qui m'a raconté que sa fille, qui est au collège, est intervenue pour sauver une fille qui s'était coupé les veines parce que les parents avaient un restaurant et que, à la maison, ça n'allait pas du tout. C'était la catastrophe. Et la jeune fille de 14 ans s'est ouvert les veines dans la cour du collège. Et il m'a raconté ça il y a 15 jours. Donc, alors, je ne sais pas si ces gens-là sont dans la misère, mais oui, ils y sont. C'est la misère psychologique, c'est la misère culturelle, c'est la misère sociale, c'est le fait de ne plus savoir où on va, d'avoir l'impression de perdre tout ce qu'on a fait. Tout le fruit des efforts qu'on a fait est en train de se perdre. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Effectivement, ce n'est pas qu'économique, mais c'est véritablement une catastrophe. Et je ne sais pas quel nombre quantifié aujourd'hui les gens qui sont dans une situation extrêmement préoccupante dans notre pays. Ouais, tout à fait. Je sais plus où je voulais en dire parce que c'est quelque chose de très violent et qui touche tout le monde et en plus en même temps. C'est ça le truc. Donc tout le monde le ressent peut-être à sa petite échelle. Et alors Voilà. j'ajoute, puisque je suis malheureusement contraint de prendre les transports en commun depuis 4 ans et je les prends, mais ça me permet de voir tout ce qui se passe. Il y a, je dirais non seulement un surcroît de personnes vraiment en déshérence qu'on voit dans les transports, et puis il y a des tensions entre les gens, de très fortes tensions toute la journée, on voit bien, les gens ont peur, les gens sont sous tension, ils se regardent tous comme des porteurs de virus potentiels, il y a vraiment une sensation, une nervosité générale qui crée véritablement une ambiance qui est très désagréable, qui n'est pas du tout à l'image de la convivialité de notre pays. Là, véritablement, il y a un changement de comportement général avec beaucoup de gens qui sont sur les nerfs, qui sont à bout, et ça se voit aujourd'hui à la fois dans les rues, dans les transports, partout. Donc, je pense véritablement que notre pays est en train de sombrer à la fois économiquement, mais également psychologiquement, et je dirais même dans sa convivialité, son art de vivre. Voilà. C'est véritablement très très grave. Moi, mais rien que le soir, par exemple, il y a 15 jours avant le changement d'heure, de passer dans Paris à 8h30 du soir et de voir la tristesse de cette ville, la ville lumière dans la pénombre. C'est-à-dire, ils ont mis dans l'ombre la ville lumière. Ils sont forts. Mais on voit cette ville fantôme. C'est effrayant, je trouve. Enfin, je ne sais pas. C'est du jamais vu d'ailleurs, parce que même sous l'occupation, c'était pas comme ça. Donc, vraiment, c'est incroyable. Je reprends la parole un instant pour relancer la conversation, sauf si, Octavius, tu voulais préciser un point. Non, je pense que c'est clair, on a fait le tour, merci. Eh ben, écoute, nous te remercions pour ta participation. N'hésite pas, si tu souhaites poser une autre question, à aller dans l'onglet « Questions ». Alors, Olivier, question volontairement provocatrice de ma part. Tu parles de misère, tu parles de détresse, tu parles d'effondrement économique. Est-ce que ce n'est pas là l'occasion, cette crise Covid, l'occasion de faire un tri auprès des étudiants dans certaines filières qui ne sont plus des filières porteuses d'avenir et, si tu veux, de réapprendre aux étudiants, entre guillemets, le goût de l'adversité et du conflit. Donc, il y avait quand même un certain confort sur ces 30-40 dernières années dans le milieu au moins de l'étude supérieure. Et là, c'est peut-être l'occasion de faire table rase et pour reprendre un vocabulaire qui est plutôt appliqué aux entreprises habituellement, de faire le tri entre les filières saines et les filières zombies, entre guillemets, comme on parle d'entreprises zombies. Ma question il y a besoin de faire tout ça pour essayer de faire une politique qui oriente mieux les étudiants. Moi, je ne sais pas, s'il faut mettre la France en ruine. Le gouvernement ne voulait pas le faire. Différents gouvernements successifs. Ah oui, tu veux dire qu'on en profite pour faire passer des choses derrière. Oui, moi je pense honnêtement, je pense justement, je vois pas les choses jusque-là. Je pense qu'on fait plutôt le tri entre ceux qui, évidemment, viennent de milieux plus aisés, et c'est tant mieux pour eux, moi j'ai rien contre, et qui forcément vont réussir à pallier beaucoup mieux
la situation actuelle que la majorité des étudiants, on le sait très bien, des étudiants qui ne sont pas soutenus ou moyennement soutenus par leurs parents dans une situation comme celle d'aujourd'hui, vont avoir beaucoup de difficultés à poursuivre leurs études normalement. Il est bien évident que ceux qui viennent de familles plus aisées vont avoir plus de facilité. Alors je ne leur jette pas la pierre à eux, c'est pas la question. Hein. J'ai rien contre les gens qui sont dans une situation sociale favorisée. C'est au gouvernement de faire en sorte que tout le monde parvienne à s'en sortir dans ces circonstances, parce que je rappelle, encore une fois, que tout ceci est provoqué par la politique sanitaire du gouvernement. Voilà. Tout ce qui provoque ces problèmes, c'est la politique sanitaire du gouvernement. Et donc, le gouvernement a le devoir de pallier aux problèmes que sa politique engendre pour les gens qui la subissent. Et je pense que vis-à-vis de notre jeunesse, c'est la moindre des choses. Il y a par exemple, paraît-il, depuis 3-4 mois, une épargne considérable, qui a été, je dirais, engrangé par les Français qui, faute de consommation. Je pense que le gouvernement, par exemple, pourrait mettre en place un système de livret valorisé sur lequel les gens pourraient mettre leur épargne et qui aiderait, je dirais, les étudiants dans leurs études, qui aiderait à remettre en place un système de, je dirais, un système d'aide pour les étudiants qui leur permettrait d'éviter ces problèmes-là. Il y aurait matière à faire. Il y aurait des moyens aujourd'hui d'orienter une partie de l'épargne des gens sur des œuvres utiles. Et je pense que les gens, moyennant un taux de rémunération d'épargne supérieur et moyennant en plus, je dirais, la satisfaction de pouvoir contribuer à aider le pays, à aider cette jeunesse qui est notre avenir, eh bien, je pense que ce serait quelque chose à mettre en place très rapidement. Évidemment, bon, le gouvernement ne va pas le faire, parce que le gouvernement, rappelez-vous, hein, moi j'ai parlé du problème de la jeunesse dès le mois de novembre. J'ai fait des articles dans Boulevard Voltaire et dans Riposte laïque. Le gouvernement commençait à en parler qu'à partir du mois de janvier, quand ça commençait à bouger auprès des syndicats étudiants et des associations. Mais sinon, ça lui échappait complètement. Il n'en avait rien à faire du problème des étudiants. Rien à faire. Et pourtant, c'est tellement voyant, c'est tellement gros, il suffit d'interroger les familles. Hein. Donc je pense que véritablement, ce gouvernement, je ne sais pas s'il n'en a rien à faire ou s'il ne mesure pas, s'il n'a pas la capacité à voir au-delà du bout de son nez, mais en tout cas, tant que personne ne vient l'enquiquiner, lui ne fait rien pour aider. Voilà, c'est clair. En tout cas, ce qu'on peut peut-être anticiper, Olivier, c'est le développement du travail en distanciel pour les étudiants et le fait que la présence au sein des établissements scolaires et a fortiori au sein de l'université française pour recevoir des cours soit de plus en plus réservée à une classe haute qui aura la possibilité de loger à proximité dans des logements suffisamment grands, suffisamment décents pour supporter d'éventuelles nouvelles mesures de restrictions sanitaires, tandis que la classe populaire sera, elle, un petit peu dans les campagnes, il prendra cours à distance. Ainsi, par exemple, une personne de Nancy, puisque nous nous adressons une personne de Nancy pourra suivre des cours dans une université parisienne à distance depuis une petite commune aux environs de Nancy. Mais le problème, c'est que toutes les relations sociales qui se tissent autour de... Bien sûr, mais les études, ce n'est pas que les études, c'est la confrontation avec les autres, c'est le brassage de gens qui viennent de milieux différents, qui apprennent à se connaître, qui voient d'autres choses que leur milieu d'origine. C'est évidemment l'amitié, c'est les rencontres, c'est les débats, c'est tout ça. Donc, en fait, on prive, je dirais, les étudiants, non seulement, je dirais, de cours de qualité, hein, parce que le présentiel est essentiel, hein, c'est ce qui permet, je dirais, d'être confronté avec les professeurs, de pouvoir avoir des explications, de pouvoir participer, mais c'est aussi véritablement une déperdition en termes de socialisation qui est considérable. Bien, merci. Je vais à présent t'adresser les deux questions de Kanaza, qui m'a demandé de te les donner à l'oral. Donc, la première question de Kanaza, et on va revenir finalement sur le fond de ton livre et sur l'entretien que nous avions réalisé ensemble, Olivier, la semaine dernière. Oui. Dans l'entretien que nous avons fait ensemble, Kanaza relève le fait que tu pointes la déchristianisation, comme étant l'une des causes de l'effondrement français. Et il te demande si tu penses que la rechristianisation est possible, et si oui, comment ?
Alors là, c'est une vaste question. Hein. Là, je te dirais que c'est assez. Enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre en une minute. Alors, la déchristianisation, je pense qu'elle est évidente, et elle est d'ailleurs encouragée par ce gouvernement en particulier, le précédent gouvernement et ce gouvernement en particulier, parce que on prétend toujours combattre le principal problème religieux que nous avons dans notre pays, qui est l'islamisme, actuellement et depuis des années. Et on prétend le combattre en renforçant la laïcité. C'est la politique, je dirais, qui est menée. Et renforcer la laïcité, ben, ça veut dire, en fait, s'attaquer à toutes les religions différemment, parce que vous pouvez pas dire on renforce la laïcité, mais juste contre l'islam. Donc, le christianisme et les autres religions, mais force est de constater que le christianisme est l'un des piliers de notre esprit national, en s'attaquant, donc en imposant une laïcité qui devient de plus en plus aride et aveugle, eh bien, le christianisme devient une victime collatérale, je dirais, de la lutte contre l'islamisme. Et on le voit bien, puisque maintenant, pour avoir une crèche dans un lieu public à la Noël, ça fait scandale tous les ans à Noël, voilà. Et on en arrive à des débats ubuesques sur la crèche, la croix qui est au-dessus de la statue de Jean-Paul II à tel endroit, etc., etc. Des choses que tu auras bien remarqué, dont on ne parlait pas il y a ne fût-ce qu'une dizaine d'années. Bon, donc ce sont ces deux gouvernements qui sont, à mon avis, des gouvernements de combat laïcard qui nous ont précipités dans une nouvelle dégradation, et très forte, je pense, ces dernières années, du christianisme dans notre pays. Alors, comment rechristianiser? Ben, je pense tout simplement qu'il faut le vouloir, et qu'il faut que le gouvernement le veuille bien, et qu'il faut que le gouvernement soutienne, entre autres, les écoles catholiques, mais également que, à la fois dans les médias et à l'école, nous ayons, je dirais, un apprentissage, peut-être pas de la religion en soi, mais au moins des apports que la religion chrétienne a eu envers notre pays, la philosophie occidentale et notre histoire. Et je pense que ce serait vraiment essentiel, parce que jusqu'à présent, il faut bien voir ce qu'on apprend à l'école, hein. C'est que finalement, les chrétiens, c'était les croisés, et puis après, c'est eux qui ont fait les colonisations, c'est eux qui ont, je dirais, sous leur couvert, pratiqué des massacres lors des découvertes de l'Amérique auprès des populations indigènes, etc. Voilà ce qu'on leur apprend. Donc, comment voulez-vous que la jeunesse prête, je dirais, un tant soit peu d'affection à cette religion qui est pourtant constitutive de notre pays. Donc je pense qu'à travers l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la philosophie, l'enseignement même civique de notre pays et de toute la culture de notre pays, il devrait y avoir un rappel insistant sur, je dirais, l'apport que la religion chrétienne a eu à notre société, notre civilisation, parce qu'il est bien évident que l'esprit de liberté, l'esprit de tolérance et d'ouverture qui est celui de l'Occident est l'héritage direct de la religion chrétienne. Et il ne faut pas l'oublier, et à force de l'oublier, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, c'est notre société tout entière qui se délite, l'intolérance qui se déploie, et je dirais même certaines formes de barbarie qu'on voit apparaître aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Bon, il me semble que la déchristianisation de ce pays y participe. Donc, il est urgent de mener des politiques qui viennent, je dirais, à rebours de tout ce qui a été fait ces dernières années. Merci. Deuxième question de Kanaza. La cancel culture est-elle destinée à fatalement ébrécher la domination culturelle gauchiste en censurant certains personnages populaires comme Apu des Simpsons, Pépé de Pois et autres, en attendant de censurer des œuvres appréciées de gens de tous bords comme Kaamelott, puis Le Seigneur des Anneaux et éventuellement Harry Potter? Oui, non, mais de toute façon, je me demande, mais en fait, à travers tout ça, il y a véritablement une volonté, je dirais, de culpabiliser l'homme occidental, de lui enlever tout ce qui faisait sa joie. Alors, j'ai parlé l'autre jour, j'ai fait un article sur Annie Cordy, que j'ai appelé pour persifler, exclusif, la vraie bio de la fasciste Annie Cordy, n'est-ce pas, qui, quand elle chantait Frida Boom Papa, donc était devenue nazie, et puis alors après, avec Cho Cacao, elle soutenait l'apartheid en Afrique du Sud, et puis avec Tata Yo-Yo, c'était la jeune brésilienne. Enfin bon, bref, on va chercher des choses folles, et pas plus tard que tout à l'heure, j'étais sur TMC, avant que ne parle
Macron, il y avait, je dirais, un succès d'année de tout ce qu'on faisait, les méchants racistes, il y a encore 20 ans, les blagues de Leb, les biscuits bamboula, bon, des choses comme ça, enfin des trucs, bon, mais qui étaient bien innocents, parce que comme je dis, dans le même temps, on vous montre ces blagues de Michel Leb sur les Noirs, Pierre Péchin qui fait ses sketchs, La cigale et la fourmi avec l'accent arabe, la Zoubida de la gaffe ou je ne sais quoi. Mais est-ce qu'on vous montre toutes les blagues qu'il y avait sur les Italiens, toutes les blagues qu'il y avait sur les Allemands, hein, les Anglais qu'on appelait les roast beef, etc. Bon, mais c'est l'esprit de persiflage qui est bien français, je pense, et qui touchait indifféremment à peu près tous les autres. Donc, on ramène tout ça à du racisme parce que tout simplement, à la fois, on veut, je dirais, nous faire culpabiliser, et puis je pense que dans tout ce contexte, effectivement, d'attaque au pilon contre la classe moyenne, on veut en quelque sorte qu'elle soit conditionnée pour ne plus pouvoir être spontanée, ne plus pouvoir s'épanouir, ne plus pouvoir rire, ne plus pouvoir plaisanter. Il faut que toutes nos paroles sont contrôlées. Ça rentre dans un système de contrôle de la pensée et de la parole où les gens doivent être culpabilisés en permanence. Moi, c'est vraiment comme ça que je le prends. Je pense que c'est flagrant. Je veux dire, il suffit d'avoir connu les deux époques, avec il y a 30 ans et aujourd'hui, pour bien voir que tout ceci n'est pas innocent et que, encore une fois, c'est toujours les mêmes qui je dirais, doivent être contrôlés. Et je pense qu'à la longue, ça ne peut pas être complètement innocent et ça ne peut pas être fortuit. Moi, j'aurais peut-être une question. Eh ben, vas-y. Puisque Olivier a publié un bouquin sur le mondialisme et on voit que toutes ces attaques, ce qu'on peut appeler l'identité française, hein, sans faire d'outrance néofasciste, en fait, elles sont toujours cadrées dans un même esprit. Et comment dire, oui, absolument. Il y a quand on parle de cancel culture, quand on parle de décolonialisme, quand on parle de tout ça, en fait, est-ce qu'il y a comment dire, pour un peu contrer les opinions complotistes là-dessus, vous voyez, je suis pas un grand fanat des théories des grands complots. Par contre, j'aime bien comprendre les process. Est-ce que vous, quand vous étudiez le mondialisme, vous voyez que toutes ces émanations qui attaquent les identités nationales sont coordonnées, ou est-ce que c'est juste des congruences d'intérêts chacun particulier qui s'amalgament? C'est-à-dire, demain, les décoloniaux jouent leurs cartes, mais en fait, ils en ont rien à cirer des LGBT, etc. Par contre, dans la totalité, dans le mouvement global, toutes ces choses-là se coordonnent et font qu'on aboutit à une idéologie mondialiste, malgré le fait qu'elle ne soit jamais formulée explicitement par aucune de ces officines. Comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce qu'il y a vraiment des relais structurés? C'est très intéressant comme question. Je pense qu'il y a effectivement des relais mondialistes structurés et que vous voyez par exemple avec Netflix. Bon, prenez les séries Netflix. Il n'y a pas une série où il n'y a pas des couples homosexuels, il n'y a pas de série où il y a des couples mixtes. Alors, j'ai rien contre. Moi-même, j'en suis, si vous voulez. Mais entre faire ce qu'on veut, moi je pense que les gens sont libres d'aller avec qui ils veulent, et puis faire la promotion permanente de certaines choses, on voit bien qu'il y a quelque chose d'intentionnel. Quand vous voyez je dirais, la plateforme Netflix avec toutes les séries qu'elle propose, vous voyez bien qu'il y a une orientation, entre guillemets, progressiste. Donc, il y a, au niveau de la superclasse mondiale, véritablement une volonté d'imposer une idéologie qui soit transnationale, c'est-à-dire qui dilue les peuples en un seul, et qui dilue les identités, mais qu'elles soient nationales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient tout ce que vous voulez. Tout ça dans un but de marchandisation, hein, je comprends, je me fais comprendre. Après, il y a un deuxième degré, qui est un degré politique. Je pense que ce projet mondialiste séduit, je dirais, la classe bobo des centres-villes de nos pays. Bon, qui adhèrent pour une bonne partie au mondialisme. Pourquoi? Parce qu'elles ont des facilités pour voyager, certains moyens, etc. Elles se satisfont d'ailleurs de la situation économique mondialisée qui leur profite. Et je dirais ces aspirations de cette classe bobo sont récupérées par centre-gauche, surtout le centre-gauche, tendance Macron, Hollande, etc. On va dire centre-droit, centre-gauche-gauche. Bien. Sauf que le problème qui se pose, c'est que
le potentiel électoral de cette sociologie n'est pas suffisant pour gagner. Pour gagner, il faut faire une alliance contre nature avec les classes très populaires, je dirais, entre guillemets, là aussi, je ne sais pas trop quel mot utiliser, je ne voudrais pas blesser les gens, un espèce de lumpenprolétariat d'origine immigrée. Bien. Et c'est cette masse-là, cette France, je dirais, des banlieues, des cités, qui apporte, je dirais, son quota d'électeurs à, je dirais, ce projet progressiste auquel elle n'adhère pas, parce qu'il n'y a pas moins progressiste, il me semble, que les musulmans, par exemple. Bon. Mais... oui, mais les musulmans votent peu. Les musulmans votent peu. Est-ce que ce serait pas une... Ils votent peu, mais dans certaines villes, ils font vraiment la différence. Hein. Il suffit d'ailleurs de regarder les dernières élections municipales. Hein. Je pense que ils ont vraiment fait basculer, je dirais, les élections dans certaines villes, dans beaucoup de villes. Il faut pas oublier quand même l'impact très important de ces populations de banlieue, de ces populations qui ont souvent recours aux aides sociales. Au niveau des élections locales et en particulier municipales, ils font vraiment un appoint très fort aux politiques progressistes bobos, par exemple des écologistes. Mais quel rapport y a-t-il entre, je dirais, les programmes des écologistes et les gens qui les votent pour les bobos sont élus par les bobos, mais ils sont aussi élus par les banlieues. Je suis désolé. Et c'est ce qui leur fait tenir un discours extrêmement gêné par rapport à l'islamisme, par rapport à tout ce système, je dirais, décolonial, où ils sont vraiment parfois un petit peu le cul entre deux chaises. Voilà. Donc je pense qu'il y a à la fois une idéologie mondiale qui est, je dirais, à la solde des intérêts de la superclasse mondiale et qui est relayée par des intérêts politiques sur le territoire français, et j'en veux pour preuve la désinformation considérable qui est développée sur les questions qui touchent à l'histoire de l'esclavage, où on résume l'essentiel du problème de l'esclavage à la traite négrière. Bon. D'ailleurs, la responsabilité des élites africaines à l'époque dans ce trafic. Bien. Et puis, on occulte complètement la traite arabo-musulmane qui a été pourtant autant, voire plus importante que la traite négrière occidentale. Et qu'avait dit Madame Taubira, qui avait donc créé cette fameuse journée de commémoration de l'esclavage? On lui avait posé la question, mais pourquoi ne parle-t-on pas de l'esclavage, de la traite arabo-musulmane? Et elle avait répondu très simplement. Elle avait dit parce que nous n'avons pas pour but de stigmatiser les jeunes arabes vis-à-vis de leurs amis, de leurs camarades d'école. Bon, donc on ne veut pas stigmatiser les jeunes arabes. Mais alors quid des jeunes pas arabes, des jeunes français, qui eux peuvent se sentir stigmatisés par le fait que on ramène toute l'histoire de l'esclavage à la traite négrière. Donc là, on n'a pas peur de stigmatiser ou d'aller vers un système qui stigmatise. Et on transforme, on travestit l'histoire dans ce but-là. Et Madame Taubira, je dirais, avait vendu la mèche. Hein, quand on entend ça, elle avait vraiment vendu la mèche. Il y a donc une histoire, dans notre pays, une histoire officielle qui a pour but, je dirais, encore une fois, de culpabiliser les populations d'origine occidentale et qui n'a pas peur de travestir l'histoire pour éviter que le même sort s'abatte sur d'autres populations. Donc, je pense qu'on a, je dirais, une articulation qui se fait à deux niveaux. Le niveau idéologique et économique international et le niveau politique local ou national. Parce que il y a quand même c'est très intéressant ce que vous dites, parce que de rappeler l'exemple de Christiane Taubira. Oui, Christiane, c'est que Bernard Lugan fait un énorme travail sur toutes ces questions d'esclavage. D'ailleurs, il a sorti un dernier bouquin qui, à mon avis, vaut le coup d'être cité. Pour faire une petite publicité au passage. J'en ai entendu parler, oui. Absolument. Je clôt la parenthèse. Ce que lui, en tout cas, souligne, c'est que sur les aspects décoloniaux ou les aspects de traite négrière, l'histoire universitaire est complètement de mèche, quoi, en fait, avec cette idéologie. C'est même elle qui l'a produit. Et du coup, Christiane Taubira, j'ai pas l'impression que ce soit une universitaire, vous voyez, c'est elle en a, je pense pas qu'elle ait consacré sa vie à ça, et du coup
on voit quand même cette collusion d'intérêts. Est-ce que derrière ça, le fait que l'université produise ces théories-là et qu'il y ait des politiques qui leur prennent derrière, est-ce que c'est les leviers des réseaux laïcards? Est-ce que c'est les leviers des réseaux maçons, pour les nommer? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une femme comme Christiane Taubira est tout à fait consciente, contrairement à sa base militante, de la manipulation qu'elle fait et de l'instrumentalisation qu'elle fait du savoir universitaire dévoyé? Vous voyez, il y a quand même, quand quelqu'un vend la mèche comme ça sort pas de sa tête à elle toute seule. Ça a été discuté dans une officine, dans un cabinet, c'est quelqu'un de politique. Donc il y a quand même des questions à se poser sur l'organisation de la diffusion de ce genre de techniques de culpabilisation des Occidentaux, effectivement. Est-ce que vous, en étudiant ouais. Non, fini ta phrase. Non, c'est bon. Moi, ma question, c'était simplement. Parce que moi, je connais pas ces réseaux. Je veux dire, je ne peux que les suspecter en regardant, en disant bon bah voilà, qu'apparemment il y a une cohérence dans le discours. Est-ce que ces gens-là se retrouvent autour d'une table à un moment? En fait, j'aime bien vous poser la question parce que vous donnez fort dans toutes vos discussions de ne pas tomber dans la sphère complotiste, et je pense que c'est un exercice de rigueur qui est important dans la période actuelle. Et néanmoins, je pense que dans ce genre de situation, c'est important de souligner ce qui pourrait nous faire suspecter effectivement des collusions, sans pour autant tirer des conclusions qui seraient trop hâtives. Et n'ayant pas la même expertise que vous. Alors, sur ces questions qui touchent par exemple à ce que vient de dire Christiane Taubira. Bon, là encore, moi je parle pas de complot, il y a une superposition de plusieurs éléments. Bon, il y a la pensée, je dirais, de l'après-guerre, la pensée de la contre-culture, les existentialistes, les structuralistes, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, qui ont eu à l'époque, dans les années 60, à l'époque donc de la génération des boomers, hein, je vais vous faire plaisir si vous êtes, voilà, cette génération des boomers qui voulait révolutionner, je dirais, la société française et qui y sont parvenus, hein, il faut le dire, ont été particulièrement inspirés par toute cette philosophie de la déconstruction. Bon, tout à fait. Et donc derrière, cette génération de boomers, c'est elle qui a également colonisé l'université. Là, moi, je me rappelle par exemple quand j'étais en les supérieures d'une prof d'histoire qui était pantois devant, je dirais, tous les écrits de Jean-Paul Sartre, de Foucault, de Derrida, etc. Bon, voilà, elle était comme ça, quoi. Elle a été formée comme ça. J'avais une prof de philosophie qui nous disait toujours, je me rappelle avec son temps, alors je vais pas l'imiter parce que je vais pas vous faire rire, il n'y a pas de valeur, il n'y a aucune valeur universelle. Mais elle reprenait toutes les théories qu'on lui avait enseignées parce que toutes ces personnes-là, au lendemain de la guerre, ont eu un aura considérable auprès de la jeunesse. Et cette aura a traversé l'Atlantique et s'est propagée aux États-Unis. Et donc derrière, on a eu véritablement, entre guillemets, un noyautage de l'université. Alors est-ce qu'il était programmé ? Je pense qu'il y a une forme de cooptation effectivement qui se fait, hein, je dirais dans les universités où on se choisit entre ceux qui pensent à peu près la même chose. Et quand on sait quand même que c'est cette génération-là qui a le plus basculé dans ses idées et qui est la plus nombreuse, hein, parce que les boomers sont boomers parce qu'il y a eu un baby boom. Voilà, il y a une forme de colonisation de l'esprit, de la pensée qui se retrouve effectivement à l'université. Donc c'est pas forcément. Alors après, effectivement, les gens à leur niveau s'entendent. Effectivement, comme Madame Taubira explique qu'il faut pas discriminer ou risquer de stigmatiser les enfants arabes. On voit bien quel est l'esprit de la politique qu'il y a derrière, parce qu'il y a encore une fois, outre le degré culturel et générationnel, il y a le degré politique, parce que je vous rappelle que la gauche a changé d'état d'esprit à partir du moment où a sonné l'heure de l'échec de la politique socialiste conduite par le gouvernement socialiste de 1981, donc M. Mitterrand. En 83, c'était la débandade, grand tournant de la rigueur, et là, il est bien évident que les lendemains qui chantent, on voyait bien que ça n'arriverait jamais. Et donc, il a fallu à ce moment-là, pour la gauche, trouver d'autres chevaux de bataille et trouver également un autre électorat que cet électorat d'ouvriers, de prolétaires traditionnels qui votaient pour elle. Et donc, on a mis le focus immédiatement. Mais c'est synchrone, hein. Regardez bien l'histoire. Moi, je me rappelle très bien. En 83, début d'année 83, tournant de la rigueur, à partir du mois d'avril-mai, on ne parle plus que de questions de racisme. Ça revient en boomerang dans les médias. Le racisme. Oui, c'est la marche des beurs et puis... la marche des beurs, c'est la même année. Tout ça s'est produit l'année du tournant de la rigueur. Je vous invite à regarder un débat
de deuxième tour, Giscard-Mitterrand d'abord, vous pourrez mesurer, et je parle y compris pour Mitterrand que je n'aimais pas du tout, mais enfin, vous pourrez mesurer la différence de niveau et de niveau d'expression par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, et également de niveau intellectuel, hein, il faut bien le dire. Et puis, vous vous rendrez compte que dans tout ce débat, pas une seule fois on ne parle d'immigration, pas une seule fois on ne parle de racisme ou de questions comme ça. Mais pas une minute. Pas une minute. Donc, en 81, cette question ne se posait pas. Elle n'était pas à la une de l'actualité au point d'occuper ne fût-ce que 5 minutes dans un débat. Bon, à partir de 1983, c'est un véritable rouleau compresseur médiatique autour de ces questions, la création de SOS Racisme et, je dirais, l'explosion médiatique de Jean-Marie Le Pen qui a été favorisée par Mitterrand. C'est Serge Moati qui était le directeur de France 3 à l'époque, qu'il a reconnu quelques années après. C'était Mitterrand qui lui écrivait des lettres pour lui demander d'inviter en audience prime time Jean-Marie Le Pen qui avait fait 0,74% aux élections précédentes. Donc, il y a véritablement une volonté de monter la société les uns contre les autres. À partir de là, la gauche en France, mais également dans toute l'Europe et aux États-Unis, prend le pari non plus d'avoir pour socle électoral le monde ouvrier qui est en pleine débâcle à cause du chômage et de la désindustrialisation, mais les minorités. Et vous pouvez revoir, à titre d'exemple, le discours d'investiture d'Obama en 2008, qui est un modèle du genre. Et donc, il y a de toute façon, compte tenu des pérégrinations des politiques à peu près conjointes dans tous les pays, la même orientation qui est prise par les partis politiques de gauche en faveur, je dirais, d'une protection, d'une surprotection de populations immigrées ou des minorités en général, minorités sexuelles, minorités de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est pas un complot, je dirais, c'est une stratégie politique. D'accord. Mais du coup, clairement, de ce qu'on déduirait de ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, si le poisson pourrit par la tête, c'est vraiment l'université pour le coup. C'est-à-dire que le mal français vient du fait. Alors, j'en viens même à me poser la question. Finalement, si c'est pas aussi le côté public de la recherche française, le côté administratif, qui fait qu'il y a ces précarés politiques au sein de l'université. Mais bien sûr, c'est plus accentué en France qu'ailleurs, oui. Bien entendu. Il y a effectivement ce poids du public qui amplifie dans notre pays la problématique. Et puis aujourd'hui, je dois dire aussi, il y a encore un troisième point, c'est la stratégie politique de M. Macron, qui aggrave encore le problème. Parce que, je vais vous dire, Macron, aujourd'hui, a très bien compris où se situe l'électorat. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques mois, où on demandait aux Français, vous êtes de droite, de gauche ou du centre? Eh bien, 13% des Français se disent à gauche. 13% contre 48 à droite et je crois 40 ou 42 au centre. Bon, donc Macron, à la vue de ces sondages et certainement de toutes les informations dont il dispose, sait très bien qu'aujourd'hui, l'élection va se gagner à droite. Et comment mieux faire que pour se faire passer pour quelqu'un de droite quand on ne l'est pas, parce que Macron n'est pas à droite, que de faire monter, je dirais, des revendications et même, je dirais, une hystérie gauchiste à laquelle Macron a l'air toujours en dernier ressort de nous en protéger. Hein, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez des maires écologistes, il faut couper les sapins de Noël, il faut arrêter avec le Tour de France, les hôtesses qui font la bise aux coureurs, et tout ça. Donc les gens se disent, mais enfin, on va nous supprimer le Tour de France, on va nous supprimer les crèches, on va nous supprimer... Et là, tout d'un coup, arrive Macron qui va dire, mais non, là, on va pas laisser faire ça, etc. Donc on laisse monter des outrances gauchistes pour que Macron ait l'air d'être pratiquement le rempart face à ça. Voilà, et j'en suis persuadé, c'est-à-dire que toutes ces théories gauchistes totalement hystériques et fumeuses jouent sur le terrain, je dirais, du débat politique, le même rôle que les Black Blocs dans les manifestations. Voilà, c'est-à-dire qu'on les garde bien au chaud, on connaît parfaitement leur nom, leur prénom, leur date de naissance, leur pédigré, leur CV, leurs adresses, tout, mais on les laisse à l'œuvre parce que ça sert le pouvoir au dernier moment. Bon. Ben voilà, c'est exactement la même stratégie qui est là, et vous le voyez bien, depuis une dizaine d'années, il y a véritablement, ce sont ces mouvements-là qui, je dirais, font le là du débat politique en France. C'est incroyable, mais c'est comme ça.
Ce sont ces mouvements qui font, je dirais, qui donnent le tempo. C'est eux qui tout d'un coup, l'hôtel a tenu des propos racistes, l'hôtel a dit un truc homophobe, des choses complètement anodines. Déjà des fois, on se demande même qu'est-ce qu'ils vont chercher, mais il faut que toutes les semaines, on ait notre polémique à ce sujet. Voilà. Est-ce que finalement, c'est pas aussi quelque chose qui est extrêmement favorisé par les réseaux sociaux? Parce que toute cette hystérie-là, elle est entretenue par les réseaux sociaux. Donc, le fait qu'ils les gardent sous la main, je sais pas. En fait, je vois un peu. J'ai l'impression qu'il y a une faille à votre raisonnement, c'est que je pense que aucun gouvernement aujourd'hui n'a les moyens de contrer ces vagues d'hystérie. C'est-à-dire que, en l'état, quand on voit la composition des universités et quand on voit l'orientation idéologique des GAFA, personne ne peut contrer ça, quoi. Parce que, excuse-moi, mais alors là, on va pas être d'accord complètement, et je vais te dire pourquoi. Moi, je n'ai pas l'impression que ces polémiques viennent des réseaux sociaux, c'est-à-dire en quelque sorte une expression spontanée de la population. Tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment entretenu par les médias. Et j'en veux pour preuve, je prends des tas de gens comme par exemple Madame Rokhaya Diallo, que tu vois sur tous les médias, LCI, etc., BFM et compagnie. Bon, mais je regarde ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, ses chaînes YouTube et tout, ben c'est loin de marcher tant que ça. Et puis alors, je vais te dire, il y a l'audience qu'elle a à ce niveau, qui est pas terrible, hein, sur ses chaînes YouTube et compagnie. Et puis, il y a les commentaires qu'on lui fait à chacune de ses vidéos. Il faut les lire quand même. Il faut regarder ce que les gens pensent vraiment. Hein. Quand l'autre jour, Booba a fait expulser Jean Messia du plateau de TPMP. Bon, moi, je me suis mis sur le compte Facebook de TPMP où il y avait, je dirais, la vidéo de ce moment et j'ai regardé les commentaires en bas. Pas les commentaires sur l'article que j'ai fait moi derrière, les commentaires sur le site de TPMP. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait, je dirais, une émanation populaire qui se retrouverait dans les réseaux sociaux qui appellerait à une hystérisation de ces problèmes de racisme. Non, c'est pas ce que je disais. Je pense que les réseaux font la part belle aux minorités agissantes. C'est-à-dire que les médias, c'est pas les réseaux. C'est les médias, je suis désolé, c'est les grands médias. Pour moi, il y a vraiment une distorsion entre les grands médias et ce que les gens pensent dans la rue, y compris d'ailleurs, parce que là non plus, je ne voudrais pas avoir l'air d'être trop, comment dirais-je, manichéen. Moi, j'entends aujourd'hui beaucoup de jeunes immigrés, beaucoup de jeunes musulmans me dire qu'eux ne rentrent pas du tout dans ce jeu-là et qu'ils en ont même marre qu'on les instrumentalise à des fins politiques en les marginalisant toujours dans leur identité visible. Ils n'ont pas envie, ils ont envie de se fondre dans la population. Et beaucoup de gens aujourd'hui raisonnent comme ça, je les entends, et commencent à s'apercevoir qu'on les manipule, je dirais, à des fins politiques. Vraiment, j'ai cette sensation actuellement sur le terrain. J'ai pas la sensation. Je ne nie pas le rôle des médias, attention. Hein. Je dis juste qu'il y a des mécanismes qui sont propres aux réseaux sociaux, qui ont vraiment un impact cognitif, c'est-à-dire que ce soit les algorithmes de proposition de sujets qui vous proposent systématiquement les mêmes sujets, ce qu'on appelle les bulles informationnelles. Mais alors là, tu veux dire que c'est manipulé par les algorithmes des GAFA? Je pense que oui, je sais pas si c'est manipulé par les algorithmes. Ça c'est possible. Alors là, je suis pas assez expert à ce niveau. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est en quoi je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai compris que tu avais dit, parce que peut-être que j'ai mal compris. D'accord. Non, je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait véritablement, au niveau populaire, une véritable attente autour de tous ces sujets. Tu vois, par exemple, je suis tout à fait d'accord. Voilà, je suis tout à fait d'accord. La transphobie, j'ai entendu parler des articles avec des débats sur la transphobie. Ben moi, dans la rue, j'ai personne qui m'a parlé que lui, le matin, il se réveille et il est épouvanté par la transphobie. Hein. Et je veux dire, honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est des conversations qui vont bien loin au-delà des plateaux télé et peut-être effectivement de certains cercles qui agissent sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire que la population a, elle, des priorités qui ne sont pas les mêmes. Ces priorités, c'est, pour moi, la sécurité, les problèmes d'identité et immigration, la souveraineté de la France et l'industrialisation, l'économie, l'emploi. Bon,
Ça, ce sont vraiment les 4 thèmes qui reviennent dans les esprits de la plupart des gens. Tous ces problèmes que j'entends, l'écriture inclusive, les problèmes, de la condition animale, je pourrais t'en citer 50 dont on nous en rebat les oreilles sur les plateaux télé. Et bien, j'ai pas l'impression que ça aille au-delà des plateaux télé, voilà. Et j'ai l'impression que tout ceci est agité un petit peu comme des leurres ou des, vous voyez, comment dirais-je, la muleta du torero pour distraire des vrais problèmes et puis encore une fois pour caresser dans le sens du poil de ces minorités que la gauche chérit en particulier, tout simplement parce que c'est son électorat actuel. Je sais pas. Voilà. Je pense que c'est pas aussi simple que ça de court-circuiter ces minorités agissantes, dans la mesure où aujourd'hui les réseaux sociaux ont quand même un léger pouvoir de bypass pardon, je fais un anglicisme, mais arrive quand même un peu à chanter et à faire chanter d'une certaine façon les médias parce qu'il y a un réel pouvoir de nuisance de ces minorités sur les réseaux sociaux. Ils peuvent pousser des gens au suicide, ils peuvent pousser à du harcèlement, ils sont capables d'aller très loin quand ils décident de monter des cabales. Excusez-moi, mais nous aussi sur les réseaux sociaux, on n'est quand même pas si nuls. Pourtant, nos préoccupations remontent moins. Et encore une fois, par rapport pourtant à l'impact qu'elles ont. Mais en quoi on voit qu'elles remontent quand même ? C'est que quand on voit par exemple des émeutes en banlieue, des agressions sauvages, des viols collectifs et compagnie, tout ceci ne finit par apparaître sur la surface des grands médias que parce qu'il y a un relais très fort dans les réseaux sociaux de gens qui ne sont probablement pas les mêmes que ceux qui nous parlent du racisme et des discriminations toute la journée. On est d'accord avec moi. On est d'accord. Donc, je peux pas aller contre ça, c'est un fait, oui, clairement. Voilà. Là, si tu veux, je pense que là, tu parles d'autre chose. Il y a une espèce d'archipélisation de notre pays qu'avait bien décrit Jérôme Fourquet dans son livre, qui est, je dirais, que l'on retrouve dans les réseaux sociaux, où on a des bulles, on a la bulle indigéniste, la bulle LGBT, la bulle ci, la bulle là, et puis chacune de ces bulles essaye toujours de faire sortir, je dirais, le plus gros scoop de la semaine, on va dire, la plus grosse polémique de la semaine. Voilà. Mais je suis pas persuadé, moi, qu'en tout cas, il y ait une véritable émergence de ce type de problématique au sein de la population. Et c'est là l'essentiel. Ça veut dire que ces problèmes-là ne nous touchent que parce qu'on nous les impose d'en haut. Voilà, tout simplement. Okay. Et de certaines populations immigrées qui essayent de s'intégrer ou de s'assimiler et qui n'ont pas envie d'être identifiées à ce type de revendication. Voilà. Et j'en rencontre de plus en plus comme ça. Je vais céder la parole. Oui. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous deux pour cet échange. Alors, j'avais l'intention d'enchaîner, mais je crois que Zazar souhaite intervenir. Donc, vas-y, Zazar, interviens, et ensuite, j'enchaînerai avec les questions de Steven. Et puis, pour ceux qui souhaitent faire d'autres questions, il est temps de le mettre dans l'onglet concerné, puisqu'après les questions de Steven, viendra certainement le temps de conclure, sauf si vous souhaitez poursuivre. Voilà, mais continuons. Zazar en premier, vas-y. Ouais, alors pardon Olivier, mais je vais un peu être chiant et reprendre un peu le propos de Julien sur le pouvoir des minorités via les réseaux. Alors du coup, tu sembles dire que ça dépasse pas les plateaux télé, mais ça a quand même des effets très très concrets. Par exemple, pour la minorité LGBT, il faut savoir que en France, tu peux être mis en affection longue durée pour un changement d'identité, et donc tu as tout qui sera remboursé, les chirurgies, les hormones, tout ça. Et ça, t'as rien à dire là-dessus, tu vois, en tant que contribuable. Et tu vois, ça, c'est un effet concret où les fameux mineurs isolés. Mais je n'ai pas dit que le législateur. J'ai jamais dit que le législateur ne suivait pas. Le législateur de gauche embraye, observe toutes ces fameuses lois dites sociétales. Aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie il n'y a pas longtemps sur l'avortement pratiquement jusqu'au 9e mois. Donc, effectivement, toutes ces lois de remboursement de la Sécu, de tous les caprices des uns et des autres. Mais c'est qui fait voter ces lois? C'est bien toujours les élites de gauche. C'est bien les partis de gauche. Oui, je pense que quand il y avait, on va dire par exemple, même Sarkozy, Chirac, c'est pas que je les trouvais tellement extraordinaires, mais c'est pas eux qui embrayaient là-dessus. Alors, eux ne poussaient pas. Ils remettaient pas en cause les choses. Mais c'est pas eux qui étaient la force motrice qui faisait avancer ça. C'est systématiquement la gauche qui instrumentalise, je dirais, un soi-disant appel à ce genre de mesures, un appel qui est, à mon avis, conditionné ou orchestré, n'est-ce pas, par les pouvoirs politiques
et effectivement les minorités agissantes, je dirais l'avant-garde de certains milieux associatifs. Et après, toute la société est embringuée là-dedans, est obligée de suivre. Donc je suis totalement d'accord. Je vois pas, je ne pense pas avoir dit le contraire. Ah oui, mais non, je pense que la majorité du peuple, les Français moyens, comme on dit depuis tout à l'heure, soit ils n'en ont rien à foutre, pour être vulgaire, excusez-moi, mais bon, on est entre nous, n'est-ce pas? Bon, soit ça les enquiquine. Voilà. Et ben non, c'est pas pour te contredire, hein. Attention, je suis d'accord avec tout. Non, mais vous avez le droit de me contredire, on n'est pas en Macronie. Oui, puis je me l'arrange sans souci, il n'y a pas de souci. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que, écoutez, moi très concrètement, donc je suis dans le milieu de la santé, je suis médecin, et si ce discours trouve un relais, notamment chez les étudiants, bon, c'est normal, c'est des étudiants, c'est vraiment, les étudiants, c'est vraiment la vie de l'humanité, moi je le dis. Et donc il y a des relais très concrets et comment dire, on a des cours, voilà, moi j'avais eu une journée de cours sur comment ouvrir les droits à des migrants et t'inquiète pas que concrètement, attends, je finis, et t'inquiète pas que mes camarades étaient tous très contents et que si jamais il y avait fallu émettre une objection, un doute, j'aurais pas eu tellement à craindre des profs, mais surtout de mes camarades, sachant qu'après, on se retrouve plus tard en tant que confrères, et donc tu dis que tu rencontres pas, et tant mieux, c'est-à-dire que tu es dans un environnement sain, tu rencontres pas de gens qui se lèvent le matin en te disant qu'ils sont offusqués de la transphobie, et moi je te dis que ça existe, et oui, mais ça y en a, mais ils sont alors. Non, mais encore une fois, dans des proportions non négligeables, quoi. Mais bon, c'est tout. Non négligeable. Alors, moi, je vais te donner mon sentiment là-dessus. Toi, tu es étudiant aujourd'hui. Étudiant, je pense, c'est ça? Entre les deux, c'est compliqué. Je fais déjà des remplacements, tout ça. Bon. Ou en tout cas, ça fait pas longtemps que tu l'étais. Bon. Et donc, tu baignais dans ces milieux. Quand j'étais étudiant, moi, tu sais ce que c'était, moi, la Grande Marotte? Les maoïstes, les mecs qui soutenaient les brigades rouges en Italie, ces genres de mouvements et compagnie. Je te signale qu'à Sciences Po, on nous expliquait que nous allions bientôt être soviétisés et qu'il fallait commencer à apprendre les plans quinquennaux. Donc, ce que je veux simplement t'expliquer, c'est que, et les mêmes, tu vas les voir peut-être 10 ans après, ils pensent plus de la même manière. Il faut bien comprendre que les jeunes lycéens et compagnie, moi-même, j'ai des enfants qui vont à l'école, donc je sais très bien tout ce qu'ils me racontent une fois sortis de l'école. Bon, et ce que j'entends, enfin qui me paraît machin, je pense que tout ça, c'est en quelque sorte effectivement le prisme qu'il y a à travers donc ce qu'on véhicule à l'université. Et puis je pense que quelques années après, les mêmes, comme c'était le cas des générations précédentes pour d'autres choses, parce que moi encore une fois j'ai connu la génération Mao machin, et puis après j'ai connu la génération SOS racisme, ceci cela. Maintenant c'est encore autre chose. Bon, les mêmes après passent à autre chose, si tu veux. Voilà. C'est encore une fois, je veux pas avoir l'air de dire que les étudiants c'est des marionnettes comme ça, mais forcément que c'est un âge où on est plus aux prises avec ce qu'on nous raconte, qu'on a envie de basculer vers des choses un peu novatrices, un peu iconoclastes, un peu tout ce que tu veux, un peu un esprit de révolte. Et donc, je peux te dire que nos générations précédentes étaient en phase avec des fantasmes tout aussi délirants. Voilà, tout aussi délirants. Voilà. Et que je pense que sorti du milieu étudiant et lycéen, je suis pas persuadé que la société dans son ensemble, au-delà encore une fois d'une avant-garde associative qui est très vindicative et qui en plus a encore une fois micro ouvert sur tous les plateaux, ben en dehors de ces gens-là, je suis pas convaincu que beaucoup de gens pensent comme eux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je dis pas qu'il y en a pas. Il y a de tout. De toute façon, tu vas tout trouver. Et il y a des milieux effectivement où il y a une surreprésentation peut-être de ces gens-là. Mais encore une fois, je ne suis pas convaincu que ce soit la majorité, loin de là. Et en tout cas, je pense que l'exposition qui leur est faite dans les médias s'apparente à ce qu'on appelle une bulle médiatique, comme a pu l'être Macron 6 mois avant la campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup plus de Macron sur les plateaux télé que dans les réseaux sociaux. Voilà, ça a été mesuré. Mais bon, c'était une bulle médiatique. J'ai l'impression que tous ces sujets-là sont un petit peu quand même des bulles médiatiques qui ne vont pas au-delà de certaines catégories de population bien spécifiques. Je pense. Ouais, écoute. Oui, mais peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Après, c'est une question de perception. Non, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que, si, je suis d'accord avec toi, mais ce qui me semble constater, parce que du coup, je côtoie des confrères qui ont 10 ans de plus ou quoi, c'est que
ok, certes, ils arrondissent les angles, mais en termes de tendance et de direction, c'est non. Moi, je pense quand même, non, je pense quand même que ça a des effets très concrets. Je sais que pour des exemples plus pour des exemples bien clairs, je sais pas, je sais que je peux pas dire certaines choses, même pas extrêmes, ne serait-ce que dans ma famille ou chez certaines personnes. Par exemple, je vais voir ma nana ce week-end, donc elle est fille au père, elle vit chez des gens, je sais qu'il faut absolument pas évoquer le fait que je puisse être un peu à droite. Je sais que c'est tabou, quoi. C'est ce genre de choses. Oui, mais moi je suis bien d'accord avec toi, mais encore une fois, il y a des sondages. Encore. Et pour les idées un peu LGBT, les trucs complètement dingues comme ça, c'est un peu la même chose quand même pour les trucs Black Lives Matter, quoi. Et, alors je suis d'accord, mais ça rendisse, ça va pas péter d'un coup, mais en termes de tendance, c'est quand même ça. Et moi, si tu trouves qu'il y a une tendance à gauche actuellement dans la société, je vais te dire, moi j'ai jamais vu la France aussi à droite qu'aujourd'hui. Ça, je peux te le dire. Hein. Alors tu vois, autant dans ma jeunesse, elle était vraiment à gauche. Autant là, aujourd'hui, je parle dans la population, encore une fois. Hein. Je parle dans la population. Je peux te dire qu'elle n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui. Voilà. Et là, je peux te le garantir. Alors, tu vas toujours trouver des milieux, des créneaux, des trucs, des machins, et les sondages le prouvent. Alors, et au-delà des sondages, si tu permets, au-delà des sondages, une chaîne comme CNews est en train de faire exploser les audiences et de dépasser BFM TV parce qu'elle donne la parole à tous les gens de droite, bien à droite, on va dire, à commencer par Zemmour. Bon, je regarde le baromètre média. Il mesure l'influence des médias en France actuellement. Bon. Baromètre média, alors il classe l'influence par catégorie. Par exemple, les chaînes info. Alors première aujourd'hui, CNews. Deuxième, BFM. Est-ce que tu sais qui est troisième? Non, même pas, non. Russia Today. D'accord, ok. Qui est devant LCI. Tu regardes, encore une fois, le baromètre média des radios généralistes, radios d'information. Première, Sud Radio, sur l'influence. Et je te montre ces chiffres-là. Première, Sud Radio, devant, je crois, France Inter et RTL. Bon, alors tu vas me dire que France Inter est deuxième. Moi, je n'ai pas dit que la gauche avait disparu. Mais c'est vraiment tous ceux qui prennent le pari de suivre ce que j'appelle une vague populiste qui, actuellement, font le plus d'audience et ont le plus d'influence. Ça, c'est des données chiffrées. Après, le problème, si tu veux, c'est que, effectivement, la parole progressiste est souvent délivrée dans certains milieux qu'on écoute plus, qui sont parfois plus élevés, ou alors des étudiants, et que tous les autres, ils s'expriment à leur manière, c'est pas la même chose, on va dire. Et en plus, ils n'ont pas le même écho dans les médias. On fait écho à ces idées-là presque par incidence, encore une fois. C'est l'irruption des réseaux sociaux qui fait que les médias sont obligés de retranscrire ce qui se passe en réalité, ce que les gens pensent. Voilà. Encore une fois, je te le dis, la tendance aujourd'hui, elle est à droite et elle est très à droite. Et je vais te dire très clairement, ce n'est pas qu'en France, le populisme monte depuis des années dans tous les pays. Alors en France, on a un problème de représentativité, on peut dire, hein, on n'a pas forcément, je dirais, des représentants qui sont tous complètement à la hauteur, je ne vais nommer personne. Et puis, il y a aussi un problème d'une certaine uniformité médiatique qui, là encore, simplement par, je dirais, l'effet de l'audience et de la recherche d'audience, est en train là aussi de se craqueler, parce que je suis désolé, mais il y a 3 ans, il n'y avait pas Zemmour tous les soirs à la télé. Bon, voilà. Par exemple. Je vais faire mon chiant, mais je vais un peu abonder quand même dans le sens dans le sens de Zazar, étant donné que attends, je dis juste un truc, c'est que non, oui, d'accord, tu m'as convaincu. Enfin, tu m'as convaincu, d'accord. Enfin, non, mais je prétends pas te convaincre. Hein, si tu es, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Ouais. Il faut pas être dans le pessimisme. Ouais, voilà. Je vais te dire quelque chose. Vous êtes très pessimiste. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais essayer de vous redonner le moral. Hein. Moi, quand je suis né, c'était pas le mondialisme. Hein. On sortait des années de Gaulle et compagnie. C'était vraiment la France. Hein. Voilà. Et même sous Giscard, on te dit Giscard, il a fait ci, il a fait là. Mais enfin, c'était vraiment la France avec les anciens combattants, la fierté nationale, le ci, le là, à la télé, les soirées Napoléon, les soirées historiques, le théâtre, le ci, le là. Ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Et la mondialisation, elle s'est imprégnée dans notre société, comme je le décris dans mon livre, je dirais, par un jeu de dominos, c'est-à-dire on fait tomber un petit domino, puis après un deuxième derrière, etc. Et ça a mis 30 ans.
30 ans à se faire. C'est pas arrivé comme ça, hein. C'est pas arrivé comme ça, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on nous a imprimé, on nous a imposé les idées mondialistes et se tenez, prenez ça, puis si vous n'êtes pas content. Non, non, non. C'est petit à petit que la société s'est accoutumée à ça, enfin, qu'il y a eu un espèce de rouleau compresseur à la fois médiatique, je dirais culturel, enfin, à l'université, etc., et politique, etc. Bon. Le même mouvement est en train d'être enclenché d'une autre manière. Je ne vais pas dire en arrière, c'est pas un retour en arrière, c'est une nouvelle orientation. Et moi, je l'aperçois depuis 5-6 ans. Alors, effectivement, la route est encore longue. Je ne vous ai pas dit qu'on va gagner dans les 2 ans, 3 ans et compagnie. Mais moi, je vous dis, je vous le garantis, et je me base, non pas sur ce que je lis, sur ce que j'entends, mais je dirais mon expérience personnelle et ce que j'entends dire des gens dans la rue et de ce que je vois de la société, je peux vous dire que véritablement, le mouvement est enclenché. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va revenir sur tout. En particulier, par exemple, il y a une tolérance à l'homosexualité qui, évidemment, est bien supérieure à ce qu'elle était il y a 30 ans. Et ça, à mon avis, ça va pas revenir en arrière, par exemple, pour prendre ce sujet-là. Bon. Mais il y a véritablement une volonté de retour à l'identité nationale, une volonté de retour au souverainisme, à notre souveraineté, je dirais, industrielle, aux produits français, au terroir, qui est très très forte. Moi, je vous le dis, et il y a 10 ans, on n'était pas du tout sur cette tendance-là. Hein, je vous le garantis, hein, ça fait 5-6 ans, et ça va mettre du temps. Il va falloir peut-être un peu de patience, mais c'est en train d'avancer. Et la crise du Covid, au moins en termes, je dirais, d'impression des populations, va plutôt en notre faveur, je pense. Ok. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, hein, mais j'essaie de vous retranscrire mon vécu. Hein, c'est tout ce que je puis vous dire. Bien, on avance, à moins que Octavius, tu avais absolument envie de rebondir. Non, non, pas vraiment. C'est juste, voilà, pour conclure un petit peu. Si, par exemple, de notre côté, on a cette impression là avec Zazar et tu as une autre impression aussi, c'est aussi qu'on fait partie de cercles très différents. Et toi et moi, Zazar, on est des bobos, sans se l'avouer, mais on Oui, mais évolue dans des après, univers de moi, bobos. je fréquente toutes sortes de gens, vraiment, par mon Mais métier. moi aussi, hein, mais alors là, moi, je vais vous dire à mes amis, hein, moi j'ai un cabinet de conseil. J'ai du mal à me faire une image, en fait. J'ai du mal à me faire une image. Je trouve que c'est vraiment un morcellement, une atomisation. Oui, la société est plus atomisée qu'avant, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, suivant le milieu dans lequel tu évolues, tu peux avoir une impression complètement différente. Mais je peux te dire, pour fréquenter à peu près tous ces milieux, hein, que j'ai l'impression que la tendance n'est pas du tout à la gauchisation de la France, du tout. Que vraiment le progressisme, il y en a beaucoup qui commencent à se demander, mais c'est quoi ces hallucinés, hein, ces illuminés, qu'encore une fois, il y a des sondages d'opinion qui donnent quand même une idée. Par exemple, tu as quand même 75% des Français aujourd'hui qui sont pour un arrêt de l'immigration. C'est quand même du jamais vu, hein, quand on fait des trucs. Tu as un retour de la peine de mort, c'est-à-dire que il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a eu des sondages qui ont été faits, et pour la première fois depuis je ne sais combien d'années, les gens réclamaient le retour de la peine de mort. Bah, c'est quand même pas anodin non plus. Et il y a tout un ensemble d'indices qui vraiment me font penser que c'est vraiment cette tendance-là qui est aujourd'hui à l'œuvre et depuis quelques années. Alors encore une fois, comme cette tendance n'est pas celle de ceux qui ont le pouvoir, et entre autres le pouvoir médiatique et de communication, il est bien évident que tout est fait pour l'étouffer. On est bien d'accord, et c'est peut-être pour ça que vous ne la ressentez pas comme je l'aperçois moi. Voilà. Mais faites-moi confiance, je vous le dis, pour avoir vécu comme étudiant, pour avoir vécu, vous savez, j'étais à Sciences Po, donc j'étais plutôt, je dirais, dans des milieux quand même assez favorisés, bon, je fréquente à travers mon cabinet de conseil des jeunes créateurs d'entreprises ou des gens qui ont des commerces ou tout un tas de gens. Je ne m'arrête pas alors quand les bars étaient ouverts, je prenais la peine de discuter avec tout le monde, j'ai discuté avec les chauffeurs de taxi quand je les prends, etc. Je peux vous assurer qu'on entend vraiment. Il y a vraiment un discours qui est en train de surnager dans l'esprit des gens, qui est peut-être pas un discours très construit ou qui est peut-être pas un discours très intellectuel, mais enfin, qui montre qu'il y a quand même une colère, et une colère en particulier face à une espèce de fumisterie progressiste que les gens commencent à avoir en horreur, hein, je vous le dis. Hein. Bon, et ben sur ces notes d'optimisme, on va pouvoir conclure cette question, poursuivre. Steven avait 2 questions assez personnelles pour toi, Olivier. On va aborder peut-être des pans de ta vie dont on n'a pas eu l'occasion de discuter.
Et notamment, Steven se demandait quel a été le déclic qui t'a poussé à commencer à écrire et à militer à visage découvert. À quel âge tu as commencé à le faire? À quel âge tu as commencé ta formation idéologique également? Ah non, mais alors là, moi je vais vous dire, les gars. Alors là, c'est bien de me poser cette question. Je serais content de cette question. C'est très sympathique. En fait, moi, je suis né à droite, entre guillemets. Je me rappelle plus quand j'étais à gauche. Bon, pour la bonne raison que je viens d'une famille de droite très traditionnelle. Je peux vous raconter des anecdotes, par exemple. Vous savez, j'avais mon grand-oncle qui est un ancien de la 2e DB, qui avait toujours suivi le général de Gaulle, etc., qui était maire de mon village. Et pour vous dire, je me rappelle très bien, vous allez rire, mais c'est un souvenir qui est vraiment ancré dans mon esprit. J'avais 4 ans et on avait eu la visite au village du Premier ministre Pierre Messmer, qui était accompagné de Chirac à l'époque, que je n'avais pas reconnu parce que moi je connaissais que le Premier ministre. Regardez, c'était le Premier ministre de Pompidou. Et c'était moi qui lui avais dit le mot de bienvenue de l'école, enfin voilà, il y avait tout le truc, etc. Bon, bref, j'ai toujours soutenu les partis de droite, c'est comme ça, et quand j'étais à Sciences Po, d'ailleurs, nous avons monté un syndicat de droite, et il n'y en avait pas beaucoup, alors l'UNI ne passait pas du tout, ça passait pas à Sciences Po, ou très peu, et on avait monté un syndicat qui s'appelait l'Association des étudiants républicains, et nous avions gagné les élections. Avec des amis à moi, on était une dizaine à mener ce syndicat, et nous avions gagné les élections. C'était la première année depuis des années, que la droite gagnait les élections. C'était, je crois, en 92, si je me rappelle. Tout ça ne me rajeunit pas. Bon. Et puis, ensuite, je me suis lancé, dans ma carrière professionnelle, et j'ai écrit mon premier livre, donc qui s'appelle Vers la chute de l'Empire occidental. Eh bien, je l'ai écrit dans, un de mes pays d'adoption, qui est le Bénin, puisque ma femme est africaine. Et j'étais en vacances, j'avais pris 3 semaines de vacances là-bas. Et c'est un flash qui m'est venu, tout simplement. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Chez nous, je l'ai écrit en 2015. Chez nous, c'est le pessimisme. Chez nous, ça va pas. C'est la morosité, c'est tout ce que tu veux. Les gens voient bien que ça descend. Et ici, tout le monde a l'air de croire en l'avenir. Voilà. Alors évidemment, c'est très pauvre le Bénin par rapport à la France. Ça n'a pas de comparaison. Mais je voyais une jeunesse qui croyait vraiment en son avenir, qui avait l'impression que les choses commençaient à aller mieux pour elle et que ça allait de mieux en mieux, qui était optimiste. Bon. Pendant que notre pauvre Europe, et la France en particulier, était, dans la dépression. Bon. Et donc, ça m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Je l'ai écrit là-bas, d'ailleurs, une grande partie. Et puis, je l'ai fait publier. Et puis, dès la sortie de mon livre, Henri de Lesquen, qui à l'époque était le patron dans Radio Courtoisie, a eu la gentillesse de m'inviter immédiatement. Et on a beaucoup sympathisé. Et puis alors après, je suis passé très souvent sur Radio Courtoisie, puis sur TV Liberté, sur d'autres médias. Et voilà, tout ça est venu comme ça, Enfin évidemment, j'ai pris l'initiative d'écrire un livre. Mais enfin, je ne l'avais pas fait dans un sens véritablement de militer plus que ça. Moi, j'ai toujours, en quelque sorte, milité dans mon entourage, parce que je parlais beaucoup de toutes ces questions de société, de ces questions politiques dans mon travail, à la fois avec mes clients, mes amis, mes employés, etc. C'est venu comme ça, puis je continue mon bonhomme de chemin comme ça. Je suis très content de le faire, et j'ai vraiment l'impression de défendre une cause qui, à mon avis, aujourd'hui est vitale et essentielle. Je le fais du mieux que je peux. J'essaye de faire de mon mieux, et puis voilà. Et je suis content d'être avec vous ce soir, et de pouvoir dialoguer, c'est important pour moi. Bah écoute, c'est un vrai plaisir également de te recevoir. Personnellement, en tant qu'animateur, je suis très heureux de la façon dont les débats se déroulent et de la qualité des questions posées et des échanges qui ont lieu ici. Donc voilà, tu sais que tu as table ouverte au Club du Mercredi. Olivier, c'est déjà la 3e fois que tu viens. Et tu es probablement, peut-être, avec Marc Grammont, la personne qui est le plus passée sur nos antennes pour l'heure. C'est un grand plaisir, c'est un honneur, je suis très content. C'est un honneur quand même d'avoir un public, d'avoir des gens qui nous invitent, et de pouvoir exprimer ses idées à un public. C'est pas donné à tout le monde, je pense, et j'ai cette chance, et je vous en remercie, c'est grâce à vous. Eh bien, merci Olivier. Steven avait une 2e question à t'adresser. Il souhaitait connaître les principales œuvres qui ont participé à ta formation intellectuelle. Si tu pouvais nous en citer quelques-unes, alors qu'elles soient d'ordre littéraire ou culturel, mais ce qui t'a un petit peu passionné. Moi, il y a des livres qui m'ont marqué, très clairement. Je pourrais dire par exemple Le Mal français d'Alain Perfit,
qui a été pour moi une vraie révélation à l'époque. Je l'avais lu, j'avais 20 ans, je crois. Enfin, c'était à la fin des années 80. Le mal français d'Alain Perfit. Qu'est-ce que l'Occident? Philippe Nemo. Les routes de servitude de Hayek. Sont des livres vraiment qui m'ont marqué. Je parle de livres politiques, de livres à tendance aussi économique, parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'économie. J'ai également beaucoup été marqué par un écrivain en particulier, enfin 2 écrivains, je peux dire, qui vraiment m'ont énormément marqué, qui sont à droite tous les deux. Alors voilà, c'est enfin à droite entre guillemets, parce que c'est Dostoïevski et Barbey d'Aurevilly. Voilà, parmi mes romans préférés, il y a Les Possédés et Les Frères Karamazov de Dostoïevski et L'Ensorcelé de Jules Barbey d'Aurevilly. Alors bon, je veux dire, moi j'ai lu ces livres, parce que Dostoïevski, il faut le lire. Bon. Je savais pas quoi y trouver, mais j'ai été véritablement impressionné par je dirais, le niveau de connaissance de l'être humain qu'il y a dans ces livres-là. J'ai été épaté, enfin j'ai vraiment eu l'impression de découvrir des choses qui étaient enfouies en moi et qui s'enfuient dans les autres. Et je pense que de toute façon, une orientation politique, c'est avant tout une certaine vision de l'être humain. C'est pour ça qu'il y a des romans comme ceux de Dostoïevski qui ne sont pas à proprement parler des romans politiques, mais qui quand même donnent une certaine tendance. Donnent une certaine tendance, un certain type de comportement, donc une certaine façon effectivement de gérer la société, d'envisager ce qu'est un être humain dans toute sa complexité. Et je dirais, c'est pour moi très important et ça m'a servi, je dirais, à ma formation également politique, bien que ce ne soit qu'un roman. Et sur le volet culturel, est-ce qu'il y a des œuvres autres, donc littéraires, qui t'ont façonné dans ma musique, alors, théâtrale, par exemple? Alors moi, au niveau musical, c'est très simple, j'écoute de tout. J'ai pas de barrière particulière. Alors les deux. Alors j'ai fait beaucoup de piano quand j'étais gosse. J'ai fait 12 ans de piano et je faisais des concours à la fin quand j'étais chez moi en Corse, des concours privés. Donc j'aime beaucoup Chopin, bien entendu. J'aime beaucoup Liszt. J'aime beaucoup la musique, surtout l'opéra également. Ça c'est certainement mes origines italiennes, Verdi, Puccini, etc. Et puis j'aime beaucoup la variété française également. Mais ça m'empêche pas d'écouter aussi beaucoup d'autres choses, y compris des choses plus contemporaines. Alors bon, par contre, j'aime pas le rap, je pense que c'est connu, bien qu'il m'arrive d'entendre des morceaux assez plaisants à l'oreille, parfois, de rares moments. Je dirais que c'est tout le concept de cette musique qui a du mal à passer. Pour moi, au niveau rappeur, le seul que j'aime, c'est Cro-Blanc. Voilà. Très bien. Peut-être une dernière question de la part d'un des contributeurs, sinon je vais conclure cet entretien en posant moi-même la dernière question. Messieurs, si l'un de vous souhaite prendre la parole, c'est le moment de le faire. Bon. A priori, on est bon. Olivier, moi j'ai une toute dernière question pour toi. Elle est très simple. Est-ce que tu aurais aimé aborder avec nous un sujet que nous n'avons pas abordé? Est-ce que tu aurais aimé recevoir une question que nous ne t'avons pas posée? Mais je suis très content de cet entretien, à un bémol près. C'est que tu m'avais annoncé que j'allais être fusillé de questions méchantes et difficiles, etc. J'ai pas trouvé. Je m'attendais à quelque chose de plus musclé, on va dire, mais bon, non. J'ai trouvé l'entretien très sympathique et des questions avec des échanges et des contradictions, mais ça, la contradiction, l'échange et l'angle, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Il faut accepter que des gens ne pensent pas comme nous, ou qu'on a une vision des choses différentes, comme ça nous est arrivé tout à l'heure, mais je m'attendais à des questions beaucoup plus rudes. C'est toi qui m'avais plus ou moins sous-entendu ça. Non, mais si tu veux, j'attendais de la part des contributeurs, et ils l'ont fait, des questions qui étaient bien formulées, qui avaient du fond et qui étaient capables éventuellement... Oui, non mais là, excellent. Mais ce sont des gens d'une grande courtoisie, donc l'idée n'était pas non plus de t'agresser verbalement. Olivier. Non. Et je savais que je n'allais pas être agressé verbalement. Ça, je m'inquiétais pas de ça.
Hein. Et d'ailleurs, je me laisserai pas agresser verbalement. Mais je pensais que j'allais être, je dirais, un petit peu mis sur le gris véritablement, attaqué sur certaines prises de position que j'ai pu avoir, etc. Il y a eu encore une fois, et je l'ai beaucoup apprécié, de la contradiction, parce que moi j'aime le débat contradictoire, et ces questions et cette contradiction étaient selon moi très enrichissante. Et je suis très content encore une fois d'avoir participé à vos émissions, et voilà, je reviendrai si vous avez la gentillesse de m'inviter sans problème. Du coup, tu n'as pas de sujet que tu souhaites aborder pour terminer, ou on conclut là-dessus, Olivier ? Non, mais écoutez, moi je réponds aux questions qu'on me pose, et puis je prends les choses comme elles viennent. Bon, eh bien c'est parfait. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation commune, Olivier. C'était un vrai plaisir de te compter parmi nous ce soir, d'échanger avec toi. Je remercie les contributeurs du club, évidemment, de leur participation à l'occasion de cet échange. Dis-nous un petit peu, où pouvons-nous trouver tes livres aujourd'hui ? Ah ben à Nancy, à la librairie Les Deux Cités, car ils y sont. Ah, bah, très bien. Et voilà. Sinon, à Paris, je vous suggère d'aller les chercher à la librairie française de mon ami Thibaut de Chassey, qui est dans le 15e arrondissement. Sinon, vous les avez dans les FNAC, un certain nombre de magasins FNAC, Cultura, et dans pas mal de librairies également. Voilà. Favorisez vos libraires locaux, même s'ils ne l'ont pas, commandez-le chez eux, ça va leur apporter du soutien. Ont besoin de faire du chiffre d'affaires, Amazon, ça va, ils s'en sortent. Bon, eh bien, on en profite pour passer le salut aux camarades de la librairie des Deux Cités. Merci Olivier, il est temps pour nous de mettre fin donc à cet entretien. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir sur le Club du Mercredi, eh bien c'est toujours la même chose. Hein. Vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous relayez les entretiens qui y sont publiés. Vous pouvez liker notre page Facebook, nous suivre sur Twitter à présent. Et puis enfin, et j'ai envie de vous dire surtout, si vous le souhaitez, nous aider financièrement sur notre page Tipeee. Je profite également de cette conclusion et des annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron ce soir pour vous dire que le projet de rassemblement souverainiste, d'organisation d'une journée souverainiste reste donc dans les cartons. C'est toujours prévu que nous l'organisions. Toutefois, il nous est délicat de nous avancer sur une date aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée à tous.